live du coup sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter et sur Kik aussi, qui est une plateforme totalement inconnue du bataillon, où tous les gens bannis se retrouvent, mais du coup il y a que des gens d'extrême droite, donc j'y vais aussi pour pouvoir leur parler Non, parce mais que c'est sinon ils bien, sont là. tout seuls, C'est donc voilà. avec eux qu'il faut débattre aussi. Ah, Puis il eux faut aussi, ils débattre prennent avec des eux drogues aussi. en plus, hein. Ouais, complètement, complètement. Donc, bah écoute, je pense qu'on est bon, on est en live sur toutes les plateformes. On va commencer tout de suite parce qu'on est un peu en retard. Donc voilà, nous sommes avec Fabrice Olivet, ancien d'Assud. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu es membre fondateur d'Assud? Ouais, ouais, je suis Ouais, tu as été cofondateur. En fait, c'est. cofondateur d'Assud, Ouais, j'étais pas ouais, sûr. Ouais. ouais. Donc Assud, Association pour l'autosupport des usagers de drogue. On reviendra là-dessus en détail. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ta présentation que tu veux faire? Ta formation, notamment universitaire, tu es historien, tu me disais? Bah, ouais, j'ai fait des études d'histoire, Mhm. mais bon, après avoir fait des études de drogue, donc j'ai fait des études d'histoire. Dans ma phase de réinsertion, je suis devenu prof très très vite. Enfin, j'ai une courte expérience dans l'enseignement. Et après, j'ai écrit des livres, des essais sur plutôt la question raciale, mais du point de vue historique. Voilà. Hmm. Un livre qui s'appelle La question métisse et un autre qui s'appelle Au risque de la race. Ok, donc on va en parler de comment est-ce que les questions de race, questions de racisme structurel notamment, du racisme de la police et tout, sont liées avec la question de la lutte contre la drogue, la guerre à la drogue. Il y a beaucoup d'aspects, donc je suis très content de te recevoir pour pouvoir parler de ces deux questions ensemble, parce que souvent quand on en parle, et ici on aime beaucoup parler de ces sujets-là, mais il y a un truc où en fait le sujet de la drogue, avec un grand D majuscule qui fait peur, il est souvent étouffé sous soit la drogue c'est de la merde, c'est pas bien, il faut envoyer la police et arrêter tout le monde. Bon, ça c'est voilà, la réponse facile. Soit on va avoir parmi les gens les plus en pointe, on va dire, ils vont avoir un discours du genre. Ah, c'est avant tout un problème de santé publique, discours que j'ai moi-même pu avoir. C'est avant tout un problème de santé publique. Ce qu'il nous faut, c'est des médecins et pas des flics. Il faut mettre les flics pour lutter contre les gros dealers et laisser les petits consommateurs tranquilles. Ce discours-là, qui Voilà. voilà, passe un peu mieux à gauche, mais on va en pointer les limites aussi aujourd'hui. On va aller au-delà de ce discours-là et on va, Mmh. on va, on va parler de ça justement. Mais du coup, tu as fait aussi t'as été en cabane aussi, on peut le dire, dans les années Ouais, ouais, 80. bah, quand j'ai dit mes études de drogue, Réinsertion, oui. les études de Ouais. drogue, ça inclut des incarcérations. Bon, moi, ça remonte, hein. Je suis un enfant de la génération née dans les années 60. Je suis né en Mhm. 1960. Et donc, bon, l'histoire d'Assud, c'est aussi toute l'histoire de la lutte contre le sida, c'est-à-dire cette période qui maintenant est historique. Donc, alors, souvent, je pense, tu sais, sans grandiloquence, hein, mais je pense aux historiens de la résistance, parce que Mhm. quand il a fallu parler de Vichy et de la résistance, enfin, en l'occurrence plutôt de la résistance, que les gens de Vichy ne parlaient pas beaucoup, tu avais des historiens de formation, et puis tu avais des gens, comme Marc Ferraud, par exemple, qui étaient des anciens résistants qui avaient fait des études d'histoire. Mhm. Et donc, Et qui l'ont vécu. voilà. Et donc, moi, je me retrouve dans cette situation, toute proportion gardée, mais la guerre à la drogue et l'affaire des années SIDA avec les années 80 où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes liés à une grosse consommation d'héroïne. Euh, c'est une période historique maintenant et qui a laissé des traces, notamment dans les quartiers populaires. Donc ça, Mhm. c'est mon dada un petit peu parce que j'ai connu cette histoire en tant que acteur, que témoin, où effectivement une partie de la jeunesse dite racisée aujourd'hui a été touchée massivement par ces héroïnes, mais aussi et surtout par la répression qui en a suivi, qui s'est imposé comme étant le remède automatique, puisque comme tu l'as très bien dit, euh, à cette époque, l'idée première qui vient, c'est que la drogue, ça se combat par la répression, et qui a occasionné cette fameuse catastrophe invisible là, Mhm. dont on a Ouais, fait un montre peu. le livre. Oui. Voilà. Donc, et qui est vraiment historiquement à l'origine de plein de choses, Mhm. et notamment la construction de la figure de la racaille de banlieue.
Ça aussi, Hmm. quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui quand on parle du problème, c'est qu'il y a une figure qui s'est construite, qui à l'époque était une figure de junkie, hein, de consommateur, donc qui effectivement, comme l'héroïne était chère et commettait des délits pour s'en procurer, mais qui aussi s'est construite sur la fourniture du produit, Hmm. c'est-à-dire pour répondre à la demande de consommation de drogue qui était pour le coup une demande générale de la société, Hmm. notamment en héroïne, mais aussi et d'abord en cannabis. Et cette figure de la racaille de banlieue, en fait, c'est une figure qui n'a cessé de muter pour être un objet euh, négatif, si tu veux, utilisé notamment par la droite et l'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est flagrant. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une figure de petit revendeur, hein. Et ça a commencé à partir du moment où le problème de l'héroïne dont je parlais, lui, a été résolu, c'est-à-dire à la fin des années 90, par les politiques de réduction des risques, là, qui sont bon, quelque chose dont on parlera aussi, qui sont les politiques de réduction des risques. C'est ce qui a permis à des associations comme la mienne d'exister, Hmm. c'est-à-dire des politiques de santé publique qui font plutôt référence à ce que tu disais après, c'est-à-dire le drogué vu comme un malade Hmm. Ouais. plus que comme un délinquant, Victime de son addiction. Hmm. victime de son addiction, donc il faut prendre en charge. Effectivement, mais uniquement parce qu'il y avait cette menace de l'héroïne, enfin plutôt cette menace du sida, parce que l'héroïne était massivement injectée, Hmm. donc représentait une menace de contamination de la société tout entière par le sida, puisque les toxicomanes étaient séropositifs. Et donc, à la différence des homosexuels, ils étaient susceptibles de contaminer les zones. Hein. Et donc, on a mis en place des politiques de réduction des risques, mais on n'a surtout pas changé la loi. Et donc, Eh ouais. le problème du sida a été résolu par la politique de réduction des risques. Mais par contre, la question de la criminalisation de ces populations, elle, n'a fait qu'empirer. Voilà. Pour aller vite. Hein. Ouais, et j'aimerais qu'on revienne vraiment au tout début de cette loi de prohibition des drogues, c'est 73, donc c'est pas il y a si longtemps non plus. Toi, 70. 70, pardon, 70. Ouais, Donc c'est pas non plus si vieux. Enfin, toi, tu avais 10 ans, tu as dit que tu étais né en 60, donc tu vois, ouais, c'est voilà, c'est une ouais, mémoire. Voilà. Et ouais. comment c'était avant cette loi de 70 et qu'est-ce qui a poussé l'État à déclarer cette loi de 70 sur donc l'interdiction des drogues et même l'interdiction, attention, de l'apologie des drogues. Donc même Ouais, dans le oui, oui, discours, c'est interdit. Donc c'est vraiment, ça va très loin cette loi. Est-ce qu'on peut parler un peu ouais. du contexte de cette loi et de... Parce que finalement, on est toujours sous l'égide de cette loi 54 ans après, bientôt 55 ans après. On est toujours dans cette prohibition faite par cette loi de 70 sous, c'était quoi, De Gaulle, Pompidou? Enfin bon, c'était il y a un moment, quoi. C'est Pompidou et c'est dans un contexte général où, tu sais, bon, c'est les années 60-70 avec les jeunes hippies, une jeunesse qui manifeste. Donc pour nous, c'est 68. Pour les États-Unis, c'est la guerre du Vietnam. Donc maintenant, il est connu que l'inventeur du mot guerre à la drogue, war on drugs, c'est Richard Nixon. Hmm. Et là, il y a d'autres livres qu'il faudrait que je te montre. Et je les ai pas préparés. Juste 30 Ouais, secondes. pas de souci. Nixon qui disait d'ailleurs en privé, parce qu'il y a eu les cassettes du Watergate qui sont sorties, donc on l'a entendu en parler, et qui disait clairement, voilà, c'est pour faire la guerre au PD et au NMO, hein, désolé de la citation, mais c'est voilà, c'est littéralement ce que disait Nixon, donc c'était une politique raciste et homophobe, c'était avoué comme tel par Nixon à la base, la fameuse guerre contre la drogue, dans laquelle on est toujours, puisqu'au final, Retailleau ne prend pas une autre rhétorique que celle de Ouais, Nixon, hein, quand il parle de guerre contre la drogue et tout, donc... absolument. Bon, je retrouve pas. Le livre, c'est le livre de Michel Alexander qui s'appelle La couleur de la justice, hmm. et qui parle de cette période de Nixon et qui explique euh, très clairement que les conseillers de Nixon lui disent pour taper sur les jeunes contestataires, on va dire que le problème c'est la lutte contre le cannabis, Mm, mm, mm. et pour taper contre les Noirs
on est, tu sais, avec Nixon, on est juste à l'arrivée des droits civiques. On est juste à un moment où il y a une repolarisation d'un électorat du Sud qui votait démocrate, parce que traditionnellement, le Sud votait démocrate, mais qui était très, très sensible aux questions raciales, et notamment les petits blancs. Ça résonne d'ailleurs aujourd'hui avec Trump, hein, sauf qu'aujourd'hui, le Sud est massivement républicain depuis cette époque-là, et les conseillers de Nixon leur disent, pour faire voter ces démocrates du Sud, il faut parler d'héroïne. Et il faut parler des questions de lutte contre la drogue, parce que c'est indéfendable, et il faut dire que l'héroïne, c'est les Noirs. Et effectivement, à l'époque, il y a des consommations d'héroïne dans les quartiers noirs, mais tout ce qui s'est mis en place à cette époque en termes d'enfermement de masse, le livre de Michel Alexander, ça s'appelle The New Jim Crow. Les lois Jim Crow, c'est qui ont empêché les Noirs de voter après la guerre de sécession. Et en fait, Michel Alexander, elle démontre que la politique de guerre à la drogue a prolongé l'exclusion des Noirs qui étaient visés par les contrôles aux faciès, par le fait que des millions de black and brown, de noirs et de Personnes de couleur, ils disent latinos ça, ont ouais. été enfermés, ont perdu leurs droits civiques au nom de la lutte contre la drogue. Donc c'est tout ce contexte-là qu'il faut avoir en tête. Il faut bien le redire, ça. C'est la continuité des lois Jim Crow, qui sont les lois racistes aux États-Unis, qui sont la continuité de la ségrégation, qui est elle-même la continuité de l'esclavage. Hein. Donc voilà, c'est quand même ça la ligne temporelle dans laquelle on est. Ben, après l'abolition des lois Jim Crow, des mouvements pour les droits sociaux, etc., il faut continuer à faire des politiques racistes, mais on n'a plus trop le droit de le dire, on n'a plus du tout le droit de le dire. Donc on va dire le problème, c'est marijuana pour les Mexicains et héroïne et crack pour les Noirs, en gros, hein, je résume. Dans les années 70-80. C'est exactement ça. Et cette rhétorique, évidemment, a été reprise par tous les présidents américains, à commencer par Reagan. Et tu sais, Nancy Reagan, Just Say No, etc. Donc, c'est votre cerveau sous drogue, tu sais, cette fameuse pub. Que nos pauvres enfants sont en fait attirés par les méchants dealers, qui sont en fait des Noirs ou des Portoricains, donc des Latinos, et que bon, tous les moyens sont bons pour lutter contre ce fléau. Ouais. Donc, enfermer les gens, notamment à vie, pour des questions de trafic de drogue. Après, il y a quand même une réalité que l'héroïne a été dévastatrice et a fait beaucoup de morts et était un réel danger, non? Est-ce que ça, on peut le dire quand même? Il y a quand même eu une... Voilà, est-ce qu'on peut en parler, tu vois, sans tomber dans le cliché, mais en faisant justement de la réduction des risques et en faisant de l'information réelle sur ce produit et sur ce qui se passait vraiment, quoi? Non, alors, le problème situé après, c'est... Donc, juste pour terminer, pour faire un lien avec ce qu'on disait, donc notre loi de 70, elle est votée dans ce contexte-là. C'est-à-dire que les discours de guerre à la drogue de Nixon, c'est 1969 et 71 à l'ONU, quand il dit... il y a un célèbre discours où il dit l'ennemi public numéro 1 de l'Amérique, c'est la drogue. C'est drug addiction. On est quand même à une époque où l'Union soviétique est... et encore en affaires, oui. Donc, c'est pas rien. Et comme par hasard, donc nous, en France, alors qu'on a un tout petit problème de consommation de cannabis, de psychostimulants un petit peu, d'hallucinogènes, et un problème qui s'appelle la French Connection, mais qui est un problème d'exportation. C'est-à-dire que c'est surtout en France, on a des laboratoires à Marseille qui exportent de l'héroïne de très bonne qualité en direction des États-Unis, mais il y a quand même cet écho, notamment à mon avis, lié à Marcellin, à tous les politiques gaullistes qui étaient très inquiets par ce qui s'est passé en 68 et qui se sont dit, tiens, cet argumentaire de décrédibiliser les mouvements de jeunesse par la drogue, il est pas idiot. Et donc on fait une loi de 70, qui est la loi la plus répressive que la France avait conçue par rapport à cette question de la consommation. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a eu déjà des lois avant, mais les lois auparavant, elles concernaient seulement par exemple la consommation en société, mais on n'avait jamais pénalisé le fait
de consommer. Ok, Et ce donc, que tu as dit là, le fait de hmm, présenter par exemple les drogues sous un jour favorable, ça oui. devient un délire en Hmm, 1970. Donc avant, il y avait quand même une tolérance pour le fait de consommer en privé, si je comprends bien, avant cette Alors, loi. c'était pas une tolérance, c'était que, et là on revient au sujet général quand tu me posais la question sur l'héroïne, c'est que le fait que les consommations de psychotropes, c'est une réalité humaine. Bon, Oui. c'est une réalité, c'est aussi contester cela, c'est aussi bête que, je sais pas, que contester bah, certaines formes de sécurité. Pour prendre un, tu vois, une comparaison Oui. qui est faisable et qui d'ailleurs a été intéressante dans la question de la lutte contre le sida, puisque dans la lutte contre le sida, on a vu aussi que les mêmes arguments de discrimination étaient utilisés contre la communauté homosexuelle Oui. masculine. Et le sont toujours en Donc, partie d'ailleurs, hein. Ça reste un stigmate sur les gays, tu vois. Cette bien sûr, idée, voilà que. Ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Et donc, cette consommation de psychotropes, bon, en France, en plus, normalement, on devrait être particulièrement éduqué là-dessus, puisque on est quand même le royaume du pinard, Hmm, y compris du pinard festif. Hein. Il y a plein de gens pour te dire que, bon, euh, bah, il n'y a pas de fête concevable sans alcoolisation, et alcoolisation, j'insiste, festive. oui. Donc, c'est si on revient à l'héroïne, parce que c'était ça la question, ce n'est pas autre chose qu'un produit psychoactif dérivé de l'opium. Et les opiacés, ce sont des substances qui soulagent la douleur depuis l'aube de l'humanité. Hmm, hmm. Alors, je sais que souvent, quand je déploie des arguments comme ça, on peut être choqué, enfin, beaucoup de gens sont choqués, parce qu'on est dans ce logiciel de la drogue, c'est pas bien. On n'est pas tellement sorti de Nancy Reagan, en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. La drogue, c'est mal. Ouais, ouais. Tu vois. Bon, L'idéal, c'est d'avoir une vie sans drogue. Voilà. voilà, C'est. c'est Ouais. ça. Or, toutes les données anthropologiques de l'histoire montrent que ça, c'est une gigantesque connerie. Si demain tu supprimes l'opium, Hmm, euh, tu crées une catastrophe. ouais. C'est un cri de douleur universel, tu Hmm, vois. hmm, bien sûr. Euh, voilà, Alors, on le voit à Gaza, d'ailleurs, pour faire un parallèle, on le voit à Gaza où les médicaments ne rentrent plus et où des gens, des enfants sont amputés sans ces médicaments-là. Ben, c'est une vision de l'enfer sur Terre. Quand on écoute les médecins qui racontent ça, on peut que pleurer, exactement, quoi. C'est exactement, abominable, absolument abominable. Donc, oui. exactement. Et toutes les substances psychoactives ont toujours été utilisées soit pour soulager, soit pour célébrer des religions, Oui. soit pour créer du lien social. Et pour nous, l'exemple de l'alcool, il est évident. En France, effectivement, c'est la création du lien social. Oui. Il y a des historiens de l'époque moderne qui expliquent, par exemple, que la création du cabaret, le cabaret, c'est une zone qui se crée dans un village pour pouvoir accueillir des étrangers. Hein. Hmm. Robert Mouchamblé, qui est un moderniste, donc un historien de l'histoire moderne célèbre, qui a beaucoup travaillé sur les questions de violence au village et qui explique comment, dans l'histoire moderne, l'étranger, c'est le gars qui vient, ou l'étrangère, c'est la fille qui vient de la province d'à côté, hein, du village d'à côté. Et les rencontres avec les étrangers, c'est des facteurs de violence, c'est des facteurs de friction. Hmm. Et au XVIIe siècle, on invente le cabaret, qui est l'endroit où on boit de l'alcool. Et contrairement aux idées reçues qu'on a aujourd'hui sur l'alcool, à l'époque, c'est des lieux où cette consommation de produits psychoactifs permet une tolérance à l'égard des étrangers du forain, hein, c'est autre terme de l'étranger, qui est facteur de violence, parce que facteur de danger, il apporte les maladies, c'est souvent des soldats en goguette, enfin bon, l'étranger, on s'en méfie, et c'est grâce à ces consommations d'alcool dans un lieu neutre que, au contraire, les choses s'apaisent, on fait du commerce, c'est là où viennent les voyageurs, les commerçants ambulants, etc. Donc, je fais ce long développement pour essayer de déstigmatiser cette affaire de psychotrope, quoi.
qui est, encore une fois, au départ, un outil de socialisation, un outil de paix et un outil d'échange. Alors après, il ne faut pas être abruti. Euh, les consommations de psychotropes, quand elles sont abusives, ça devient des outils d'enfermement. Ça devient le contraire de ce pourquoi c'est fait. Mais c'est l'abus. Et ça, pour le coup, les alcoologues, enfin, la science le connaît, le démontre. Il y a l'usage, l'abus et la dépendance. Hmm. Et ça, toutes les données scientifiques sont unanimes là-dessus. La grande majorité des gens qui consomment des psychotropes sont des usagers simples, des usagers qui n'abusent pas. Parce que voilà, plus tu donnes d'outils d'information culturelle, plus tu peux mettre des mots sur les sensations, euh, plus tu as de possibilités de ne pas tomber dans ce Hmm. truc qui s'appelle la dépendance et qui là est un problème, effectivement un vrai problème qu'il faut prendre en charge médicalement. Ça concerne 20% des consommateurs, toutes drogues confondues. Hmm. Donc Illégal ou illégal. Hmm. voilà, inclut le crack et Hmm. l'héroïne. Hmm, Et hmm, c'est hmm, pareil, hmm. quand je dis ça, Oui, quand tu dis 80% des usagers d'héroïne sont non problématiques, non oula, problématique, les c'est, gens ouais, disent c'est... ah, Et quelle pourtant, connerie. c'est scientifiquement, Voilà. factuel, Et c'est médicalement pourtant, exact, voilà. exactement. N'importe quel addictologue sérieux que tu interroges sur le sujet te dira oui, c'est vrai. Sauf qu'eux, ils vont s'intéresser effectivement aux 20% de gens qui vont pas bien. Ce qui est Après, normal. c'est eux qu'il faut aider, oui. Enfin, Voilà, c'est eux dont le métier, c'est de les aider, oui. Mais voilà. il y a un aspect intéressant à ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que cet aspect social, tu vois, ritualisé presque de la consommation de certaines substances, en fait, c'est l'absence de ce cadre rituel social qui parfois mène aussi à des abus. Alors pour l'alcool, c'est un peu particulier parce que c'est légal, c'est ritualisé et il y a quand même beaucoup d'abus. Donc peut-être que parce qu'on a ritualisé l'abus, c'est peut-être ça le problème. Mais tu vois, typiquement, je pense à un truc, c'est le côté ah, moi, je fume des joints, mais que avec des amis. Je fume jamais tout Ouais, seul, tu vois, ce truc-là. ouais, Donc, ça veut dire que ouais. cette consommation de substances, je vais la faire que dans un certain cadre précis et pas un autre. Mm, Idem pour la prise de certains psychédéliques, tu vois. On va faire ça mm, le week-end, on va faire ça quand on est en vacances, on va faire ça, mm, voilà, à un moment précis. Et donc, du coup, ben, comme tu dis, c'est un usage et c'est mm, pas une addiction, c'est pas un abus, puisque c'est quelque chose d'occasionnel d'encadrer presque, puisqu'il y a ce mm, truc, c'est même mm, de RDR, de réduction des risques, du coup, où on va prendre quelqu'un qui reste sobre pour surveiller un peu les autres quand on teste une nouvelle substance, etc. Tu vois. Et tout ça, c'est des trucs qui, normalement, devraient être ritualisés socialement, mais dans toute la société, mais là, en fait, qui sont obligés de se faire à une petite échelle, de groupes informels, et pas de manière, tu vois, plus encadrée, et tu vois, qui peut-être permet d'éviter ces comportements abusifs, quoi. Je sais pas ce que tu en penses de cet aspect-là. Ah, ce que tu dis, ce que tu déclines là, ça s'appelle la réduction des risques. Hmm. Voilà. C'est la politique de réduction des risques. Et quand tu parles de l'alcool, en fait, c'est paradoxal parce que, au fond, c'est ce qu'on a mis en place de manière civilisationnelle avec la consommation du vin. Tu Hmm. remarqueras que les provinces où il y a le plus de problèmes d'alcoolisme, ce ne sont pas les provinces vinicoles. Par exemple la Bretagne, où il y a pas de vignes, ou le département du Nord, où, effectivement, où les gens avaient plus tendance à consommer des alcools forts dans un cadre qui était justement moins ritualisé. Et alors là où il y a un paradoxe, c'est que à force de socialiser les consommations d'alcool, on a fini par banaliser complètement les questions de dépendance. Et comme on a des millions et des millions de consommateurs d'alcool en France, bah effectivement, les 20% de dépendance, c'est énorme. Et la dépendance à l'alcool, par contre, c'est un problème gigantesque, parce que l'alcool est une drogue dure, est une Hmm. drogue Hmm. très Hmm. dure. Hmm. 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 C'est-à-dire que autant des fois je trouve que c'est absurde de diaboliser parce que bon, là maintenant, on est un peu, tu sais, passé dans un extrême inverse où Oui. il faut absolument dire que l'alcool est un fléau. Bon, c'est bien sûr que l'alcool continue d'être le premier produit festif. Mais du coup, on en était arrivé à banaliser toutes les violences intrafamiliales, Hmm. toutes les violences faites aux femmes, enfin, tout ce qui était effectivement de l'ordre de ce qu'il faut encadrer, comme tu dis très bien,
mais qui s'encadre avec de la socialisation. Encore une fois, je reprends mon exemple, c'est dans les régions vinicoles qu'on apprend, j'allais dire qu'on apprend à boire. En tout cas, qu'on se méfie des alcools trop forts et que la consommation d'alcool est en général associée à des questions culinaires, des questions festives, des Hmm. traditions, où c'est l'occasion d'échanger dans des trucs de patrimoine. Alors je me méfie parce que c'est les arguments des alcooliers aussi. Oui, Toujours pareil, ouais. c'est qu'on est toujours doublé par le marché, par le capitalisme dans ces cas-là. Hmm. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est régi par le capitalisme. On est dans des sociétés capitalistes. Alors souvent, maintenant, par rapport à la loi bien nommé, souvent les alcooliques reprennent ces arguments pour se différencier de la drogue, justement, en disant, voilà, mais nous, faut quand même pas nous traiter de dire, parce que nous, c'est le patrimoine. Il y avait même cet argument qui disait, le vin est un aliment, c'est pas une drogue. Ouais, Bon, ouais, ouais. Et même pendant longtemps, tu on vois, disait que un verre de vin par jour, c'était même bon pour la santé, tu vois. C'était carrément. ouais, Il y avait, pour le ce qui coup, est pas, l'apologie de l'alcool, elle est, tu vois, elle a ouais, été ouais, ouais. permise et même Oui, il y avait des encouragée. arguments même scientifiques là-dessus. Bon, après, moi, Ouais. c'est pas mon métier, hein, mais enfin, en tout Hmm. cas, l'idée que, encore une fois, globalement, les gens utilisent l'alcool plutôt dans des contextes festifs où ça leur permet d'échanger, d'avoir des relations sociales, sexuelles, amicales, et que ça les aide à passer des moments plutôt agréables, reste une position philosophique, à mon avis, qu'il faut tenir, Oui, parce que ouais, ouais. sinon on bascule dans le truc inverse, qui est cette idée que Ouais, on l'alcool peut c'est mal, par socialiser. contre, les autres drogues Voilà, c'est ok. Oui, non, c'est voilà, pas c'est non ça, plus. Ouais. exactement. Non, mais bien sûr, Et d'ailleurs, on est d'accord c'est là-dessus. intéressant parce que c'est un discours qui est souvent tenu par les militants du cannabis Oui, et je plaide coupable, je l'ai plus te dire ce voilà, discours-là, parce qui est en fait, c'est qu'il y a, contre-productif parce il y a un aspect que contrarien où on a envie de dire aux gens qui défendent l'alcool, regardez aussi les méfaits de l'alcool, regardez aussi la réalité sur l'alcool. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas tenir ce discours-là non plus, parce qu'au fond, moi, je suis pour que si les gens ont envie de temps en temps de se bourrer la gueule, bah, qu'ils aient le droit de le faire, en fait. Je suis pas pour interdire l'alcool, même si effectivement, comme tu dis, c'est une drogue dure, c'est une drogue sous laquelle on peut faire une overdose, c'est une drogue sous laquelle l'arrêt brutal peut tuer, ce qui est quand même pas. Toutes les drogues n'ont ouais, pas cet aspect-là, tu vois. C'est ouais, bon. pour les gens dépendants, hein, Pour faut les gens insister. extrêmement dépendants, bien sûr, tout à fait. Ouais, Et ouais. les gens Mm. dépendants, encore une fois, c'est une minorité Ouais. voilà, de gens Mais qui vont très, alors enfin, justement, extrême minorité. là-dessus, sur cette minorité de gens qui sont dépendants à l'alcool, c'est là où on va prononcer le gros mot, mais on va le dire. Il y a un énorme problème avec le capitalisme. C'est que l'intérêt de sociétés cotées en bourse, que Oui, des gens soient c'est alcooliques, vrai. est quand même un Mhm, énorme problème social, c'est tu vrai, vois. Je veux dire, c'est c'est ça vrai, le problème. C'est qu'il c'est y a vrai. des entreprises qui bénéficient massivement du fait que les 10% de consommateurs ou les 20% de consommateurs d'alcool qui sont gravement alcooliques, en fait, sont la majorité, l'écrasante majorité de leurs revenus et de Tout à leurs fait, bénéfices. C'est ça tout à qui est fait. terrible. Tout à fait. Et en général, c'est pas des vins, si tu veux, de haute qualité. C'est pas Oui, c'est des pour se bourrer crus la gueule au quotidien, donc chers. oui. Mm. Même si cette industrie-là, elle a son poids dans le capitalisme aussi. Mais effectivement, c'est des alcools de mauvaise qualité. Et tu as complètement raison. Dans ces cas-là, le capitalisme a aucun intérêt à s'intéresser aux problèmes de dépendance et a aucun intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, à mettre en place de la réduction des risques, ou en tout cas, et pour ça, c'est pas plus mal que des politiques de réduction des risques puissent s'appliquer à l'alcool. C'est-à-dire que, en gros, ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas laisser les drogues uniquement aux mains du marché. Parce que dans les théories que je défends, l'idée que, si tu veux, la théorie que je défends fondamentalement, c'est que les drogues sont légitimes. D'un point de vue des droits humains, les drogues sont légitimes. C'est un droit qui concerne que la liberté individuelle. D'ailleurs, quand on parlait de la loi de 70 tout à l'heure, et même les premières lois de prohibition, la première loi de prohibition des drogues en France, elle date de 1916. Mm. Et elle concernait l'usage collectif, comme je disais tout à l'heure. Mm. Et il y avait Antonin Artaud à l'époque, donc un poète surréaliste que certains d'entre vous connaissent peut-être, avait écrit un courrier célèbre qui s'appelle Monsieur le législateur, vous êtes un con.
Hmm. C'est-à-dire que déjà à l'époque, En 1916, du coup. 1916, voilà, il avait compris comment, d'un point de vue éthique, c'était absurde, quoi, Hmm. Ah de bah, vouloir interdire quelque chose qui ne concerne que ta propre ouais. entité, tu Bah, vois. d'un point de vue individuel, les Lumières, tout ça, tu vois, la philosophie européenne et tout, c'est clairement une absurdité, quoi. Je veux dire, si on croit en la Voilà, liberté de exactement. conscience, la liberté individuelle, liberté de conscience, donc liberté d'altérer sa conscience avec des molécules, si on en fait le choix. Je veux dire, pourquoi est-ce que ça, ce serait hors du champ de la liberté individuelle? Ça paraît une Ça absurdité. paraît absurde. Mais c'est là d'ailleurs où on voit qu'en général, euh, le fait de prohiber ce droit fondamental est tout de suite détourné pour prohiber, enfin pour stigmatiser certaines populations Hmm. vulnérables et pas d'autres. Hmm. Mais pourquoi je reparlais de ce droit fondamental légitime, c'est en même temps pour dire, mais cet argument ne suffit pas parce que les drogues, les produits psychoactifs, on ne peut pas les laisser uniquement à la solution du marché. Parce que ça s'appelle la solution libertarienne. C'est un mouvement qui existe, un Hmm. mouvement intellectuel qui existe, d'ailleurs, qui est surprenant des fois. Tu vois, par exemple, tu as Javier Milei, tu vois, En le Argentine. fou argentin, là. Le président, il est libertarien. C'est-à-dire que lui, tu l'interroges sur les drogues, il dit il Faut tout faut laisser ça légaliser. passer. Hmm. Ouais. Tout Et la solution libéraliser, ouais. Hmm. libertarienne, je dis souvent, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Enfin, pas la solution libertarienne. Le droit, l'argument du droit de la liberté individuelle de consommer. Hmm. C'est un argument nécessaire, mais pas suffisant, parce que, effectivement, c'est des produits psychoactifs, et effectivement, pour une partie minoritaire d'entre nous, et souvent les gens les plus vulnérables, socialement, économiquement, psychologiquement, il faut accompagner ce droit comme je le disais tout à l'heure, d'éducation, d'outils d'information, de prise en charge si c'est nécessaire, parce que effectivement, les produits psychoactifs, ce n'est pas des friandises, quoi. C'est pas anodin, évidemment. Alors, je suis Voilà, désolé, je c'est des suis obligé de produits t'interrompre un instant parce industriels. que là, il me dit que Zoom, que je n'ai pas la version pro et du coup, il reste qu'une minute Ah, de discussion. Donc, ce que j'ai d'accord. fait, c'est que j'ai créé une réunion StreamYard dans laquelle je vais t'inviter et comme ça, on va pouvoir continuer la discussion Ah ouais, t'as voilà, raison. Moins d'une ensemble. minute. Je vois ça aussi, ouais. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais... Bah oui, parce que tu es pas un zoomer. Ah non, je suis pas... non, enfin, je suis un zoomer et pas dans ce sens. Non, je suis même pas vraiment un zoomer, moi je suis un millénial. Mais ouais, là on voit le gouffre générationnel entre Discord et Zoom, effectivement. Alors attends, on va essayer de faire ça. On s'en Dans les sortira. indésirables en plus, donc ça nous aide pas, Voilà. quoi. Donc on va refaire ça, je te renverrai une invite quand ça coupe et on Bah essaiera ouais, ouais. voilà, Ok. de reprendre. Entre-temps, je Alors vous ai attends. trouvé la couleur de la justice. Ah, merci Naksha. Ah ben, ah, super. Michel Incarcération de Alexander, et masse. ça, c'est la version anglaise. Ok. Et le sous-titre, c'est quoi? Tu peux me dire le sous-titre du livre? La, de En l'autre, anglais ou en français? en français? Alors, incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis. Hmm. Et en fait, le bouquin, tu verras, ça commence, c'est passionnant, hein, vraiment. Ça commence par l'histoire d'une famille américaine qui est effectivement africaine-américaine. Ça commence à l'esclavage, comme tu disais. Donc, ils n'ont pas le droit bien sûr, à la citoyenneté parce qu'ils sont esclaves. Ensuite, la génération après la guerre civile où c'est les lois du Jim Crow qui les empêchent de voter, bon, par tout un tas d'artifices. Et on arrive très vite, parce que les lois de Jim Crow, en fait, elles sont abolies dans les années 60. Et après, les générations qui arrivent après les années 60, ils sont toujours interdits de vote à cause des lois contre la drogue. Et Parce d'ailleurs, que, il y a un truc très précis, tu vois, un peu avant, c'est l'amendement qui abolit l'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit ouais, exactement? L'amendement qui abolit l'esclavage, il dit plus droit à l'esclavage, sauf dans un cas très précis. Si ouais, tu es arrêté pour un crime ou un délit, auquel cas on peut te ouais, remettre en esclavage. ouais, tout à Voilà. Et fait. ça, c'est ce que Voilà, dit c'est ça. l'amendement d'abolition. Donc, c'est, tu vois, Ouais, dans l'amendement, en fait, déjà le projet est déjà dit. ouais, Ok, ouais, on n'aura plus le ouais, droit d'avoir des esclaves. Par contre, ouais, si tu commets le moindre délit, là, c'est bon. ouais, Et en Alabama, toujours aujourd'hui, en 2025 bientôt,
il y a des prisonniers qui travaillent pour $0, qui sont littéralement esclavagisés. Dans les autres prisons, ils sont payés 1 centime de l'heure, pour le principe, on va dire. Mais en tout cas, oui, la continuité de l'esclavage, elle est clairement le complexe carcéral aux États-Unis, qui est en plus privatisé, etc. Donc, voilà. Et qui est nourri, et c'est ça, ce bouquin est génial, parce qu'elle explique à quel point c'est nourri à 80% par les lois contre la drogue. Enfin, je veux dire, c'est un... tu sais, elle a des phrases terribles. Elle dit, il y a eu plus de gens incarcérés, de noirs incarcérés par les lois contre la drogue, que de gens incarcérés par le goulag. Par le goulag, t'imagines? Ouais. Tu prends la période, si tu veux, 1970 jusqu'au 90, si tu prends les mêmes... voilà, Ouais, puisque c'est la plus grosse population carcérale au monde, devant la Chine, qui a quand même 4 fois plus d'habitants. Donc Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Et encore une fois, tout ça, ça a fonctionné. Alors bon, ça fait partie de la discussion qu'on doit avoir aussi, jusque très récemment, puisque aujourd'hui, ce logiciel-là, il est en train d'être stoppé aux États-Unis. Enfin, ça fait même une dizaine d'années, notamment grâce à des campagnes comme celle-là, mais pas seulement, grâce aussi à l'argument dont je parlais tout à l'heure, l'argument libéral, qui là concerne les Blancs. Ouais. Voilà, parce que le marché, alors notamment le marché du cannabis, est devenu, si tu veux, quelque chose qui à la fois est socialisé complètement dans les classes moyennes et du coup, voilà, et un marché que le capitalisme ne peut pas laisser passer. Et c'est passé d'abord par le cannabis dit thérapeutique. Oui. C'est-à-dire que, bon, oui, à partir des années 2010, en fait, dans un certain nombre d'États, enfin, je crois 25 États, tu pouvais aller acheter du cannabis, en gros, en passant par ton médecin. Et comme la médecine est totalement libéralisée, bah, tu dis, tu as mal à la tête, on te fait une photo de cannabis. Ouais, j'ai rencontré un Français qui avait vécu à Los Angeles. Il disait, j'étais allé voir le médecin, j'avais dit, j'ai une panne de créativité, je suis censé être créatif et j'arrive pas. Et le médecin a dit, fumez de la weed, ça va vous aider, je vous en prescris. Et du coup, tu as acheté ça. Ouais. Et après, bon, il y a pour 6 États, c'est carrément le marché créatif. Et c'est le cas aussi pour le Canada. Donc là, il y a... Mais c'est un marché qui continue de profiter aux classes moyennes blanches. Encore une fois, c'est l'argument libéral. Et par exemple, les minorités continuent à pâtir de la guerre à la drogue parce qu'elles n'arrivent pas à suivre le prix légal. Et donc, du coup, elles vendent moins cher, elles continuent à être arrêtées. Par contre, il y a des expériences comme dans l'État de New York où là, ils ont fait, pour le coup, une légalisation qui prend complètement en compte la question raciale parce que les places dans le business sont attribuées à des gens qui sont des anciens dealers. Donc ça, c'est une obligation. Genre, on ne peut pas ouvrir de commerce de cannabis si on n'a pas été incarcéré pour trafic de cannabis. Alors ça, oui, moi je n'ai pas été vérifié jusque-là. Il faut que je demande à mon copain Karl Hart qui est new-yorkais. Ah, Karl Hart, lui, moi, il m'a beaucoup appris, Dr. Karl Hart. Il y a aussi son... Il est excellent. Il faut lire la Drug for Grown-ups, les drogues pour les adultes. Et donc voilà, je vais lui demander la prochaine fois que je le vois. Mais effectivement, en tout cas, c'est une loi qui inclut cet argument de la persécution des minorités, puisqu'il y a une partie des taxes aussi qui sont reversées directement aux associations de lutte contre le racisme. Donc on considère que la guerre à la drogue est un enjeu racial qui a pénalisé les gens d'une certaine communauté. En même temps, c'est historiquement absolument indéniable, quoi. Donc, c'est juste logique et c'est juste normal. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est absolument pas prêt pour cette discussion. Et il faut qu'on en parle parce que moi, ça me paraît être vraiment une des meilleures solutions possibles, New York. Après, il faut voir l'aspect capitaliste, comme on disait. Est-ce que les prix sont régulés d'une certaine manière qui permet que, comme tu dis, ça ne soit pas un truc qui soit réservé aux classes supérieures
et que les pauvres soient obligés de rester dans une forme d'illégalité malgré tout, etc. Donc ça aussi, il faut voir. Parce que moi, j'aime bien, par exemple, le modèle espagnol, bon, qui n'est pas un modèle vraiment officialisé, qui est plus issu d'une jurisprudence et tout, mais l'idée que les utilisateurs s'organisent entre eux, que tu payes une cotisation dans une Le Cannabis association de Club. consommateurs, voilà, les cannabis clubs, ça me paraît être une solution intéressante Mm. aussi, Mm. même si certains vont dire, oui, mais alors, du coup, les gens qui voudraient gagner leur vie avec ça pourraient pas vraiment le faire parce qu'il n'y aurait pas de possibilité de, voilà, de gagner de l'argent avec ça, et du coup, ça Mm. peut-être limite voilà, Mm. la chose. Donc, je ne sais pas, Mm. toi, qu'est-ce que tu en penses Alors, entre moi, New ce que je York, vais te le, dire, voilà, le... c'est que tous les systèmes européens qui sont une alternative à la guerre à la drogue qu'on mène en France contre les Noirs et les Arabes, je vais être Bon, je prends, très oui. cru, sont meilleurs. Voilà. Mais c'est Euh, évident, oui. le modèle Partons de là, oui. portugais, par exemple, qui est souvent cité, alors qu'il y a un modèle très sanitaire, hein, mais qui fait que toutes les drogues sont dépénalisées et qu'on ne peut plus te faire chier Mm. parce que soi-disant, tu as un bout de shit dans ta poche. Et qui font que de fait, bon, tu vas aller à Lisbonne ou à Porto, tu vois les gens qui fument leur pétard tranquillement et voilà, et les flics viennent pas les faire chier, même si c'est pas parfait parce que c'est un modèle sanitaire où normalement si la police te voit, normalement, elle devrait te faire une obligation de consultation. Enfin, tous ces modèles sont meilleurs que ce qui se passe en France, Mm. quoi, où Oui, partons de là déjà, oui. voilà, où clairement, si tu veux, alors parlons du sujet, euh, tu ouvres, tu te fais le plaisir de regarder 2 heures de CNews par jour, et tu vas voir que dans 2 CNews, tu as, allez, 1 heure de guerre contre la drogue. Mm. Et après, tu as 1 heure de terrorisme, antisémitisme, laïcité, Ouais. qu'est-ce qu'il y a encore, homophobie, voilà. Et que Le tout ça, voile, oui. voilà, c'est ça. Et que tout ça, ça cible exactement la même population. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, leur gros fantasme, c'est de dire, oui, de toute façon, les dealers et les islamistes sont les mêmes. J'avais même Ça n'a extrait aucun sens, oui. une citation de Retailleau, là, qui disait dans le peu de temps où il a été ministre de l'Intérieur, il s'est quand même bien illustré là-dessus, en disant les barbus et le narcoterrorisme sont les 2 fléaux qui menacent la France. Et on voit à qui ça s'adresse, Ouais, ouais, bah oui. tu vois. Ouais, ouais. Bon. C'est la double accusation en plus inverse, puisqu'au final, les gens qui sont dans la religion, ben, je veux dire, la religion musulmane, elle interdit l'ivresse, hein, donc quelle que soit la Oui, drogue, elle n'est pas censée, voilà, donc il y a une oui, forme déjà de contradiction dans les termes, et je pense pas, enfin, c'est un ah, peu l'image d'un imam qui serait aussi vendeur de drogue, bon, ouais, 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 non, mais ça, c'est un c'est le peu gros absurde, fantasme, tu quoi, sais, ouais, de toute façon, les Arabes, hein, voilà, ouais, c'est ah, ça, ouais. bloguer, hein. Non, mais on met tous les amalgames les uns sur les autres, empilés, Voilà. et puis voilà. Mais il y a quand même, si tu veux, là-dessous, voilà, quelque chose qui est enfin, inhérent à cette culture de guerre contre la drogue Hmm. qui en plus, a des réminiscences racistes aussi par rapport aux colonies. Hein. C'est aussi c'est des produits qui étaient des produits qui étaient consommés dans les colonies. Et Hmm. il y a eu toujours aussi cette assimilation de la drogue, c'est l'indigène aussi, tu vois. Donc, Ouais. c'est évident. Et quand tu dis que c'est une imbécilité, évidemment que c'est une imbécilité. Dans les quartiers qui business le plus, c'est pas des quartiers où il y a une influence de la religion, évidemment. Quand je parlais tout à l'heure de la catastrophe de l'héroïne, qui effectivement a foutu le souk dans les quartiers populaires dans les années 80, une manière qu'ont eu les populations de se sortir de ce problème, il faut le dire clairement, ça a été de virer les junkies et de virer les dealers d'héros. Je dis bien d'héros et pas de cannabis, parce qu'ils considéraient que le problème, c'était plus l'héroïne, qui était voilà, une substance plus difficile à maîtriser, dans laquelle la communauté se dissolvait beaucoup plus facilement, avec des histoires de cambriolage entre voisins, de familles qui Hmm. se déchiraient, etc., d'overdose, de sida, etc. Et donc,
c'est aussi le moment où la religion s'est emparée, enfin, a retrouvé beaucoup de visibilité dans les quartiers, parce que le Mmh. discours, c'était de dire l'héroïne, c'est aussi l'Occident. Hein. Et Mmh. voilà, ce poison, c'est un poison qui vient de la société occidentale. Et souvent, j'explique que le problème, c'est que se sont installées avec l'héroïne des structures de réponse à cette demande de drogue, donc qui émanait de l'ensemble de la société. Et une fois qu'ils se sont débarrassés de l'héroïne, l'État n'étant absolument pas présent, ils ont continué à faire du business, mais avec cette drogue qui était moins corrosive pour eux, qui était le cannabis. Et donc les Mmh. structures du business sont restées, mais toujours pour répondre à une demande, pour répondre à cette demande qui, elle, émane encore une fois de la société française tout entière, et qui est une demande, en plus, qu'il faut pas criminaliser, hein, qui est une demande légitime. Oui. Mais comme si tu veux, en gros, on leur fait faire le sale boulot, Mmh. tout en étant très hypocrite, parce que c'est pas les classes moyennes qui sont impactées par cette répression, quoi. Tu vois, Évidemment. parce qu'aujourd'hui, si tu es blanc dans un quartier pas trop pourri, t'as aucun problème pour consommer toutes les drogues du monde. Hein. Tu peux les Ah. commander sur Internet ou tu appelles un dealer qui vient te livrer à domicile, qui est très proche Ubershit, de on toi, dit à maintenant. l'avoir ou un arabe qui vient de banlieue. Oui. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais enfin, moi j'ai vécu à Paris pendant longtemps et c'est une période où je fumais du cannabis. Je me suis toujours baladé avec du cannabis sur moi. J'étais fumeur quotidien, etc. Jamais été fouillé, jamais eu de problème en fait. Donc voilà. Par Voilà. contre, tous mes amis noirs et arabes ne pouvaient pas se permettre ce luxe-là. Ils étaient obligés de cacher ça dans le fond de leur trou de balle. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment de faire Ah, non, super non, attention. Et moi, j'ai bien sûr, jamais fait attention à ça. J'en avais les bien poches, je sûr, m'en foutais bien complètement. sûr. Donc juste cette, tu vois, c'est une question de couleur de peau. Il y a pas d'autre Et différence. voilà, Quoi. On était dans les mêmes quartiers, on voilà, faisait les mêmes choses, etc. Donc, bon, oui. voilà. On est bien dans le du Jim Crow. Donc, et on a bien une déclinaison de cette affaire en France, et particulièrement en France, même il y a d'autres pays européens où il y a des minorités, mais nous, en plus, ça vient se mixer avec tu sais, notre fameuse affaire de laïcité, Hmm, les statistiques ethniques sont interdites, en France, on n'est pas raciste, ouais. on peut mesurer le degré de racisme qu'il y a dans la police parce qu'on ne peut pas mesurer, malgré que le défenseur des droits dénonce ça depuis des années, on ne peut pas mesurer les contrôles faciès de manière scientifique, etc., etc., etc. Et là-dedans, la question de la drogue est un non-dit énorme. Et ce que je dis est d'autant plus vrai qu'effectivement, c'est le champ, comme je le disais, de l'extrême droite aujourd'hui. Hmm, C'est un des champs prioritaires de l'extrême droite ouais. pour désigner un ennemi. Bon, Ouais, ouais. Est-ce que répond la gauche à ça? On l'a vu le week-end dernier. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai appelé dès le lendemain parce que ça m'avait fait un peu péter un câble. Mais on voyait Lucie Castet et Marine Tondelier, donc censées représenter le NFP, etc. On leur pose cette question-là. Et ce qu'elles répondent, c'est: ah, mais en fait, le gouvernement ne s'en prend pas aux bonnes personnes, ils s'en c'est prennent aux ça. consommateurs, ça rapporte rien. Nous, à gauche, on est les vrais, elle a quand même dit cette phrase, hein, on est les Ouais. vrais responsables sur la question parce que nous, on va aller taper les gros bonnets, les gros bandits, les gros dealers. Bah, voyons. Voilà. Donc, on va en gros changer de la réticule de cible, quoi. On va bouger le fusil sniper sur notre cible, soi-disant, et du coup, ce sera mieux. Alors qu'au fond, enfin, tout ce qu'on vient d'évoquer, ben, c'est totalement absent du discours de la gauche aujourd'hui. C'est en fait Non, mais exactement le même objectif, mais nous, on va taper plus gros. ouais, ouais. Voilà, c'est Et tout ce qu'ils sont capables de produire comme discours. C'est quand même hallucinant. c'est affligeant. C'est Hmm. affligeant et je pense que ça reflète aussi la- comment l'indigence de la culture de la gauche sur le sujet. Malheureusement, tu sais, la réduction des risques en France, qui est une vraie, encore une fois, avancée qui a permis, qui a sauvé des milliers de vies, qui a permis de sortir de l'épidémie de sida pour ce qui est des injecteurs, qui est une politique qui est reconnue comme étant été une des politiques sanitaires efficaces. On n'en a pas 36. Hein. Bon, Hmm. ça a été porté par des femmes de droite. Hmm. C'est-à-dire la première qui a eu le courage d'imposer une mesure fondamentale s'appelle Michel Barzac. C'était la ministre de Jacques Chirac. Évidemment, c'était pour des questions de sida. Et il faut savoir que le sida, en France notamment,
c'était dû à une loi qui avait été prise en 1972, c'est-à-dire 2 ans après la loi 70 qui interdit les drogues, qui, de fait, interdisait aux toxicos d'acheter des seringues en pharmacie. C'est-à-dire, mais alors bon, c'était, tu sais, c'était l'idée de la guerre contre la drogue des années 70. La drogue, c'est pas bien, donc on va leur interdire d'acheter des seringues, comme ça, ils se drogueront plus. Résultat, 10 ans plus tard, l'épidémie de sida qui démarre et qui se transmet par les seringues. Et comme les toxicos français ne pouvaient pas acheter de seringues, ça a été une catastrophe particulièrement aiguë parmi les toxicos français. Beaucoup plus touchés par le sida que l'ont été les toxicos hollandais ou anglais, voilà, des pays où ils avaient accès aux seringues. Bon. Et Là, donc, c'est de l'augmentation des risques qu'ils ont fait. ils ont fait de Plutôt. l'augmentation. Donc, du coup, ben, forcément, les risques augmentent, donc les conséquences dramatiques augmentent derrière, quoi. Exactement. Et on a vraiment, on était parmi, je crois qu'on était le pays européen le plus touché à cause de cette Ah, question-là. ça paraît logique. Voilà. Donc Michel Bardac, donc femme de droite, gaulliste, devient ministre de la Santé et dit c'est pas possible, c'est juste pas possible. Il faut faire quelque chose sur cette question. Elle s'informe un petit peu et on lui dit bah oui, il y a une première mesure qui s'impose, qui est appliquée dans plein de pays, c'est de dépénaliser l'accès aux seringues. Et elle dit banco, et résultat, elle se tape de front tous les intervenants toxicomaniques étaient tous de gauche, qui à l'époque étaient très branchés sur une idéologie qui, alors effectivement, misérabilise sur les toxicos sont des victimes, mais le seul remède, c'est l'abstinence, et effectivement, l'héroïne est un fléau, tout tourné autour de la personnalité du docteur Liebenstein, donc, qui est une personnalité oubliée aujourd'hui, qui avait le mérite de s'intéresser au problème, mais qui était monopoliste sur l'idée que c'était cure, abstinence, sevrage. Bon. Et donc, les gens qui lui ont mis le plus de bâtons dans les roues, moi je l'ai interviewé, Michel Barzac, donc je sais ce qu'elle m'a dit, c'est les intervenants en toxicomanie et évidemment sa famille politique, puisque bon, les gens de droite, traditionnellement, étaient contre la drogue. Mais elle a eu le courage de mener le combat, elle s'est adressée directement à Jacques Chirac, qui avait une certaine sensibilité sur les questions sanitaires pour des raisons familiales. Et du coup, elle a imposé cette dépénalisation des seringues, donc l'accès, le décret Barzac en 1987, qui est l'accès libre aux seringues, et immédiatement la contamination du sida chez les toxicos a chuté en 6 mois. C'est terrible, c'est 15 ans 15 années noires au final, quoi, de Bon, cette après, période. le sida, c'était beaucoup plus tardif. Le sida, Ouais. le toxico, ça a commencé en 83, 84. On a commencé à savoir que c'était pas seulement le cancer gay, comme on disait à l'époque. Ouais. Mais non, par contre, il y a eu effectivement 3 ou 4 ans de perdu, notamment sous la gauche, qui, eux, ne voulaient surtout pas prendre le risque de rendre ces seringues accessibles. Ouais. Et là, c'est des milliers et des milliers de contaminations. Et d'apparaître comme laxiste, Et j'imagine. d'apparaître comme laxiste. Et effectivement, il y a un parallèle à faire avec l'immigration. Il y a un parallèle énorme à faire avec l'immigration, avec la position que la gauche a adoptée longtemps sur l'immigration, c'est-à-dire il ne faut pas apparaître laxiste et puis à invisibiliser le problème complètement. Deuxième femme de droite qui a fait des choses, Simone Veil, dont on connaît son action sur beaucoup de sujets. Pour le droit à l'avortement, notamment. Pour le droit à l'avortement, mais on ne sait pas que c'est elle qui a imposé des programmes de substitution en France, à peu près pour la même raison que les histoires de seringues. C'était toujours dans les années 90, c'était aussi le sida, et la substitution, c'est l'accès à de la méthadone, c'est-à-dire une drogue de substitution qui permet aux gens de se sortir de la consommation d'héroïne tout en continuant à consommer un produit psychoactif dont ils ont besoin. Et ça, c'est Simone Veil qui l'a imposé, pareil, avec une force de conviction. Tu lis les discours de Simone Veil sur le sujet, c'est bluffant. Elle dit arrêtez de vous en prendre à ces gens qui sont des victimes. C'est pas voilà, leur place n'est pas ni en garde à vue ni en prison. Enfin bon, elle a un discours ultra progressiste qu'elle a pu imposer avec sa personnalité, pareil à sa famille politique. Bon, et la troisième femme qui a fait des choses, heureusement, c'est une femme de gauche,
c'est Nicole Maestrachi, donc dans les années 2000, au moment du gouvernement Jospin. Et là, effectivement, c'est le moment, je pense, où la gauche a été la plus offensive sur cette question de la réduction des risques. Nicole Maestrachi, elle avait lancé une grande campagne grand public. Donc ça, c'est important aussi, c'est de s'adresser au grand public. Ce qu'on essaye de faire avec des émissions comme celle-là, si tu veux, mais ce qui n'a jamais été fait en France. Tu vois, cette politique de réduction des risques dont je parle, personne n'a jamais parlé de ça en tant que politique. Hmm. Même le mot réduction des risques, là, les gens ne connaissent pas ce mot. Oui. Ils savent pas tu dis politique de réduction des risques, les gens ils disent de quoi tu parles, tu vois. Alors qu'encore une fois, en matière de sida, ça a été une efficacité incroyable. En matière on a résolu le problème de l'héroïne grâce à la réduction des risques. Bon, personne ne s'en est vanté. Et ça a commencé un petit peu, c'est grâce à cette femme, Nicole Maestrachi, qui n'était pas ministre de la Santé, mais qui était présidente de la MILT. Donc, en gros, c'est Madame Drogue interministérielle. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça s'appelle la MILDECA, mais c'est complètement dévalué. On n'entend plus du tout. Mais elle avait fait de ce poste un poste de premier plan. Et elle avait commencé une grande campagne qui commençait par cette phrase: une société sans drogue, ça n'existe pas. Ah ouais, oui, voilà. Ça fait rêver quand on entend ça aujourd'hui. Hein, ouais, tu vois. Alors pourtant, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà. c'est déjà un tel changement de mentalité par rapport à Retailleau qui culpabilise les consommateurs, qui raconte tout et n'importe quoi. On est vraiment dans le Nixon-Reagan des années 80, et là, là on entend quelque chose. Ouais. Ouais. Et le fascicule, c'était un fascicule d'une centaine de pages, ça s'appelle Plus, risque et moins, tu vois. Et c'était quoi? Tu peux redire? Ça coupait, savoir plus, risque et moins. Savoir plus, risque et moins, oui, la base de la réduction des risques, quoi. Voilà, la base de la réduction des risques. Ouais, et qui, la prévention. Parlait de tout ça, tout en incluant dans ce discours les drogues licites, c'est-à-dire en parlant beaucoup d'alcool et de tabac, dans un souci d'éducation, si tu veux, d'éducation à la santé. C'est-à-dire pour essayer d'éduquer la population française, de la rendre plus tolérante à l'égard des drogues illicites, et en même temps de l'éduquer sur les risques liés aux drogues licites. Et je le sais parce qu'on en a parlé. Donc, Nicole Maestrachi est morte il y a 2 ans. Donc, elle était au Conseil constitutionnel. Et donc, on a pu quand même. Moi, je la connaissais. J'ai été, grâce à Parachute, j'ai été reçu par elle plusieurs fois. Et en fait, son idée, c'était au début, elle n'était pas pour la dépénalisation, elle était pour la réduction des risques. Puis, elle a évolué, elle a pensé qu'il fallait aller vers une dépénalisation. Et tu sais, en 2002, les socialistes étaient persuadés, enfin la gauche était persuadée de gagner les élections présidentielles. Tout à fait, oui. Un peu trop, justement. Un peu trop. Un peu trop sur 2, oui. Un peu trop sur 2. Et notamment, tu sais que ce qui les a fait chuter, ce qui fait que notre cancer d'extrême droite commence à cette époque-là, avec Le Pen au premier tour, et c'est des questions de sécurité. Et donc Jospin était très frileux sur l'idée de dépénaliser pendant son mandat de Premier ministre. Par contre, il avait dit à Nicole Maestrachi, quand je serai président, là, on pourra changer les lois sur la drogue. Patatras. Fallait gagner ce premier tour. Ouais. Voilà, Le Pen, premier tour, et surtout après la droite qui s'empare du sujet, c'est-à-dire qu'ensuite on a les années Sarkozy, quoi. Et on Sarkozy avec ce discours sur la drogue qui commence. Hein. Tu sais, c'est le fameux truc. Vous savez, madame, ces racailles, vous en avez marre de ces racailles, on va vous en débarrasser. Bien sûr. Bon, et ben ça concerne précisément. Ça commence le discours de droite et d'extrême droite sur la guerre au quartier avec le prétexte de la drogue. Bien sûr. Il y a les émeutes aussi, juste avant, quand il était ministre de l'Intérieur. Les émeutes aussi, absolument. Et 2005. Ah oui, les émeutes, on peut dire un mot aussi là-dessus. C'est terrible hein, quand on raconte cette histoire, parce qu'en fait, elle est absolument inconnue, et quand tu la déroules, c'est limpide. C'est limpide. Les émeutes, c'est quoi? Zined et Bouna. C'est quoi? C'est 2 petits gosses, c'est à côté de chez moi. Là, j'habite Gagny, là, c'est à 500 mètres de chez moi, à Clichy-sous-Bois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à Clichy, ils voient des flics. Et ils sont de cette génération où quand tu vois des flics, tu te bats. Pourquoi tu te bats?
Parce que les flics, ils te fouillent quand tu es ado pour chercher du chichon. Voilà. Et donc, ils se barrent et ils vont se planquer dans un truc d'électricité qui fait qu'ils brûlent, ils sont brûlés vifs. Et parce que pour eux, la police, ils ont été de cette génération qui ont été éduqués dans l'idée que la police, c'est un contrôle au faciès et c'est un contrôle dont la raison d'être est la fouille de drogue. Donc voilà, Zined et Bouna, c'est ça, et ça fait effectivement les émeutes de 2005. Donc tu vois, bon, c'est pas pour rien que c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, c'est que c'est un du sujet sérieux. C'est l'histoire récente avec un grand H. Hein. C'est, je veux dire, l'histoire de France de ces dernières années. Enfin, moi, je me souviens, c'est les années où je suis arrivé à Paris, l'année des émeutes, etc. Et j'ai pris conscience, j'avais pas de télé, tu vois, j'écoutais un peu la radio et tout, mais les gens de ma famille en Corse m'appelaient en me disant tu sors pas le soir, j'espère, parce que c'est vraiment le chaos à Paris, c'est horrible ce qui se passe et tout. Et on avait l'impression, du point de vue médiatique, que c'était l'apocalypse absolue. Alors qu'en réalité, c'était un peu comme ce qu'on a connu avec les émeutes de Naël, c'était un peu du même ordre, dans le Ouais, sens, bien. un ras-le-bol, voilà, voir deux gamins. En plus, il y a un symbole qui est terrible, mais il y a un noir et un arabe, donc quelque part, tu vois, voilà, il y avait un truc d'unité absolue, voilà, ce sont ces quartiers qui Ah, sont oui, touchés, oui. ces populations qui sont touchées, c'est du racisme, et tu as bien raison de le rappeler. Enfin, il y a une raison pour laquelle les jeunes courent quand ils voient la police. C'est parce que ils se font fouiller violemment, ils se font mal parler, ils se prennent des baffes, ils se font parfois tabasser. On a vu 1 milliard d'histoires, l'affaire Théo, etc. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs, Michel Desclercs, enfin, on pourra en citer toute la journée, je sens jamais s'arrêter en fait. Donc voilà, si on remonte en plus aux Ouais, années ouais, non, mais tout 60, à bon, fait. voilà, Non, j'en parle mais pas. Donc, tu as raison de les citer, parce que je pense qu'il faut les citer, justement. Parce que ouais. les gens oublient, quoi. Michel Zecler, c'est pareil. Michel Zecler, enfin, faut rappeler, quoi, le producteur de rap qui se fait tabasser chez lui, c'est filmé en vidéo. Mm. La phrase clé, c'est on a senti une odeur de cannabis. Ouais. Ouais. L'affaire Théo, oui, qui se fait mettre une matraque télescopique dans le cul, il traînait voilà, au bas de son immeuble, c'était présomption De de vente. vente de la drogue. Ouais. Enfin, tout, voilà, voilà, on a presque honte d'être à ce point pertinent, tu vois. Parce que Ouais, ouais, ouais. Ça fait pourquoi, des années, on les voit, oui, voilà, ouais, c'est clair. et pourquoi la gauche, parce qu'il faut revenir à ce sujet-là, reste muette sur la défensive, pleurnicheuse, avec ce discours, comme tu dis, un peu misérabiliste, de oui, les drogués, bon, enfin, en plus, bon, il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Les électeurs de centre-ville, là, qui votent tous Ils fument tous des pour les. pétards. Ah, bien sûr, évidemment. C'est des, Ouais, des fumeurs de pétards, c'est des gens qui consomment des drogues. bien sûr. Alors, et quelquefois de manière culpabilisée, là aussi, il y a un boulot d'éducation à la santé à faire, parce que souvent, tu as des discours qui sont. Là, je pense au pauvre député là, qui s'est fait, Oui, coincer. Andy Kerbat. Ouais. Voilà. Bon, Kerbat. tu vois, apparemment, il avait des discours incendiaires lui aussi sur la répression qu'il fallait mener contre les ventes Ah de ouais, en drogue. plus, j'avais pas vu ça. Ouais. Ça, Ouais, c'est ouais, ouais, non, mais bon, pas ironique. Bon, après, comme tous, parce que là, ils s'en sont pris à ce mec de gauche, mais il y a eu l'affaire d'un sénateur qui a voulu empoisonner avec de la MDMA une députée macroniste, qui a dû oui, alors là, ça, s'enfuir en c'était taxi, complètement débile, etc. hein. Tu vois, Ça, Ouais, par vas-y, contre, parle. j'ai suivi l'affaire, c'était du n'importe quoi, hein. Parce que le mec, il était visiblement pas consommateur. Par contre, complètement intoxiqué pour le coup, c'est le cas de le dire, par la propagande, en s'imaginant que si tu vas mettre 3 gouttes de MDMA dans le, Dans un verre dans de le thé champagne, d'une ouais. nana, elle va se jeter sur toi et que tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Ouais, et en C'est fait, elle s'est complètement sentie débile. mal, elle a voulu fuir, elle s'est sentie empoisonnée, littéralement, c'est ce qui s'est passé, je C'est-à-dire veux qu'elle dire. a eu Bon, une montée de MDMA sans savoir que tu as pris un produit. complètement. Effectivement, tu fais ça à n'importe qui, ça lui fait une montée d'angoisse tout de suite. Mais parce que le mec était débile, hein. Non, mais Ouais. non, mais là, je Et parle bon, plus du. c'est quand même enfin, c'est quand même un sénateur de la République, tu vois, qui Oui, fait ça, qui oui, voilà. Et oui. c'est passé beaucoup plus en dessous, j'ai l'impression, qu'à gauche, où en fait,
ben, vu que justement, il y a cette ambiguïté dans le discours, tu vois, ce manque de clarté dans le discours de gauche, ben, j'ai l'impression que les droitards se permettent de taper beaucoup plus. Là où ce sénateur qui a voulu empoisonner nos députés, ça s'est passé complètement Oui, oui, c'est vrai. à autre C'est chose, tu vrai. vois. Bon, voilà. Ouais, ouais. Mais ce que je dis aussi sur Andy Kabart, qui apparemment est un gars qui a effectivement des problèmes de drogue, pour le coup, là, il faut, quand tu t'intéresses un peu au sujet, il semble que le gars, quand il a... Parce qu'au début, il m'a un peu énervé avec immédiatement la première défense, c'est je suis malade, il faut Hmm. me soigner, Ouais, en j'ai gros, un grave problème. Oui. voilà, j'ai un grave problème. Apparemment, c'est pas complètement faux. Parce que Bah, moi, je pensais que c'était de l'hypocrisie totale et que c'était la il a carte dit du... qu'il avait une période très difficile et que c'était voilà, que les substances l'avaient aidé, mais qu'au final, ça l'avait plus Voilà. mis dans le Parce mal qu'autre chose. qu'effectivement, Bon. voilà, il avait un rapport compliqué avec les substances. Mais bon, plutôt que d'assumer et de dire que surtout en achetant du 3-MCC, là, en l'occurrence, qui est un psychostimulant assez couramment consommé aujourd'hui, plutôt que de dire quel mal, encore une fois, je fais à la société, Hmm. voilà, il a tout de suite sorti cette carte cette espèce de joker de je suis malade, il faut me soigner, qui a été Ouais. repris par le logiciel de toute la gauche, Exactement. C'est ça, sans en fait, toute la gauche mentionner. est rentrée dans ce truc très individualisant de dire c'est son problème individuel à C'est ça, lui et de c'est n'offrir ça. aucune réponse politique plus large de se servir de ce cas-là pour défendre une politique, justement, comme tu dis, en mode, mais au final, s'il prend ces substances parce qu'il a des problèmes dans sa vie, ben, le problème n'est pas la substance, mais c'est C'est plus ça. ses problèmes, donc comment on les gère, comment on gère la santé mentale, etc. etc. Donc, Voilà, au lieu de voilà, rebondir comme ça, ils étaient tous en mode, Sandrine Rousseau et tous les autres, en mode, ah ben on lui souhaite bon rétablissement, qu'il c'est aille vite à ça. l'hôpital se soigner, et ne produisons surtout aucun discours politique là-dessus, mais restons sur un truc voilà, individuel totalement. Quoi. Oui, et puis un truc qui invisibilise l'autre acteur du problème, qui lui va s'en prendre plein la tête, c'est le petit gars Oui, mineur dit récidiviste qui a été chopé en même temps, parce qu'il bien s'est fait sûr. choper dans le métro. Mm. Alors, je ne connais pas la couleur de ce garçon, mais je te fiche mon billet à tous les coups, c'est un petit gars de banlieue noir ou arabe, Mm. et que lui, par contre, il va morfler. Oui. Il va morfler cher. Alors Et, qu'il est mineur, donc bon, c'est, tu vois, ouais, mais même circonstances. Voilà, mineur, quoi. Ouais, enfin, ouais. excuse-moi, mais ta vie, Ah non, c'est surtout, sûr, c'est sûr. Ouais. c'était présenté comme ça, multirécidiviste, enfin bon, bref. Et lui, tout le monde s'en fout, quoi. Alors que Mm, c'est mm, lui qu'il mm, fallait défendre, en fait. mm, mm, mm. Et c'est lui qu'il fallait défendre. Quand tu es de gauche, c'est lui qu'il fallait défendre. Pour dire Complètement. comment il en est arrivé à devenir le fournisseur de ce gars-là qui normalement aurait dû être pris en charge médicalement et y compris avoir accès à ces substances sous contrôle médical, j'en sais rien, tu vois. Mais à proposer, comme tu dis, une solution politique collective réaliste, des choses qui sont appliquées d'ailleurs dans d'autres pays. La Suisse, là où j'étais le mois dernier, là, ils ont, je sais plus combien, 30 programmes d'héroïne médicalisée, tu vois. Mm. Bon, euh, voilà. Et ce problème de la gauche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'en fais une métaphore avec la question de l'immigration. Parce que longtemps, la gauche, sur l'immigration, alors ça change un petit peu aujourd'hui avec la France insoumise, heureusement, est restée en disant il n'y a pas de problème et surtout nous on a le logiciel républicain voilà, laïciste qui nous protège du racisme. Bon. Pourquoi je fais le parallèle? Parce que dans les deux cas, on part d'un principe qui devrait être sacré. Dans le cas de l'immigration, c'est le fait de pouvoir bouger sur cette planète et Mm. de pouvoir bouger librement sur cette planète en tant qu'être humain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas de l'usage de substances psychotropes, c'est le fait d'avoir le droit de choisir de consommer une Mm. substance psychotrope de ton choix. Donc dans les deux cas, tu as un droit inaliénable qui est contrarié. Ouais, c'est des principes fondamentaux, en fait, sur Des lesquels on principes devrait. fondamentaux. Ouais, ouais. Absolument. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans les deux cas, la solution libérale pure n'est pas suffisante. Parce que dans le cas de l'immigration, c'est pareil. Si tu te contentes de dire oui, les gens ont le droit de se déplacer, mais que tu n'as pas une politique d'accueil, d'intégration, de soutien, bah, effectivement, tu livres les gens au marché
et notamment au marché du travail. D'ailleurs, ça, c'est connu. Et le grand patronat, il est tout à fait partisan de la libre circulation des gens sur cette planète, à condition que ça vienne nourrir leurs usines et leur travail rémunéré faiblement. Et c'est pareil pour les drogues. Dans un autre genre, si tu laisses ça au marché, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu laisses les plus forts vont s'en sortir, les moins vulnérables vont faire de l'argent et vont consommer tranquillement, et les plus vulnérables vont payer un prix cher. Hmm. Donc, il y a un parallèle à faire, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, les deux sujets se rejoignent aujourd'hui, puisque l'extrême droite s'est fait une spécialité de dénoncer l'immigration à travers le trafic de drogue. Donc, Hmm. la gauche, elle aurait intérêt à creuser ce parallélisme-là, qui, à mon avis, est très, très lourd de sens pour effectivement avoir un discours collectif, comme tu dis, sur le sujet. Ouais, c'est très intéressant ce parallèle que tu fais, qui nous ramène voilà, à ces valeurs, ces axiomes fondamentaux qui devraient être à la base de notre réflexion, mais c'est comme si on se retrouvait, tu vois, englué par les rhétoriques et même par les axiomes de l'extrême droite, du coup, qui eux sont plutôt du genre, bah, c'est mon pays, je dois pouvoir le défendre, donc pas d'immigration non contrôlée, je dois pouvoir foutre n'importe qui rentre à poil, pouvoir inspecter sa vie de A à Z et tout. Ben non, enfin c'est pas vraiment comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu vois, moi j'ai beaucoup de critiques sur l'Union européenne et tout, mais il y a quand même un truc que je trouve vraiment extrêmement bien avec l'Union européenne, c'est que au niveau de la zone de l'espace Schengen, ben, on a théoriquement cette liberté de circuler, bon, en tant que citoyen européen, avec beaucoup de limites et avec évidemment voilà, quelque chose qui reste raciste pour les gens qui sont extérieurs à tout. Mais tu vois, on va déjà un peu dans ce sens-là et on voit bien Ouais. qu'au final, ça se Mmh. passe bien. Quand, tu vois, je veux Mmh. dire, il y a des gens qui ont prédit l'apocalypse hein, quand on a ouvert Ouais, les c'est vrai, frontières en ouais. Europe, tu Ouais. vois, en disant, ah, les Roumains vont débarquer, Les ça va être Roumains, n'importe ouais, quoi. comme par Tu vois, hasard, les Roumains. comme par hasard, voilà, les Les Roumains, Roumains, c'est exactement. un peu les Roms. Quand on dit Et, les Roumains, on pense aux Roms. Et, Exactement. Et du coup, bon, je pense on peut être d'accord sur le fait que non, Schengen n'a pas détruit la France. Bon, après, certains le pensent, hein, mais moi, en tout cas, je le pense pas du tout. Et je pense qu'au contraire, on est beaucoup mieux en Europe depuis qu'on peut voyager. Je veux dire, il y a un siècle, les Allemands et les Français s'entretuaient. Enfin, bon, un peu plus d'un siècle. Enfin, pendant un siècle, ils sont bien entretués. Aujourd'hui, moi, je m'imagine pas aller tuer des Allemands. Tu vois, je m'imagine plutôt faire la fête avec eux, aller dans des clubs à Berlin. Tu vois, c'est plutôt ça ma relation avec les Allemands aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose parce que à mon avis, l'ouverture des frontières a joué aussi, tu vois, un rôle ouais, ouais, là-dedans, bien quoi. sûr. Non, mais comme tu dis très bien, le problème, c'est que maintenant, ça s'est décliné en une production raciste, qui est que, enfin, même si tu grattes un peu, les partis d'extrême droite vont de plus en plus être favorables à la circulation des Blancs. Hmm. Et d'ailleurs, quand ils dénoncent l'immigration, c'est à mourir de rire, Oui, puisque oui. c'est clair que ça vise ni les Américains, ni les Australiens, ni les Canadiens. Tu vois. Ni même eux quand ils se déplacent dans d'autres pays d'ailleurs, où là ils sont Ah oui, voilà, expats. ça, Hein. n'en parlons pas. C'est... N'en parlons pas. Ouais. Hmm. Mais bon, donc encore une fois, le logiciel raciste, il, il- parallèlement à la question des drogues, il faut peut-être le placer là sur ce terrain éthique de effectivement le droit de se déplacer librement sur la planète, c'est aussi le droit de consommer des psychotropes. Hmm. Ça paraît, alors quand on le dit comme ça sans filtre, encore une fois, j'ai bien conscience, on est tellement tous un... Ah, il faut qu'on refasse le... Alors, on va reprendre exactement où on en était. On en était où exactement? Clamolette qui dit j'ai grandi à Ivry dans les années 80, c'était bœuf et tisane. Quand j'allais voir mes cousins en Bretagne, ça s'arsouillait sévère. Voilà, c'est partout pour tous, sous toutes ses formes. Oui, après, bon, il y a aussi des gens. Ah, voilà, on est de retour. Voilà. Voilà, désolé. Non, mais bon, là, enfin, de toute façon, on était pris par la discussion, donc on n'a pas fait Oui, gaffe, quoi. j'ai pas vu le timer exactement, oui. Ouais. Mais bon, je sais plus sur quoi on était. Je me souviens plus à quel moment exact on a été coupé, effectivement. Oui, oui, non, j'étais en train de dire, on est tellement tous imbibés de cette idée fondamentale que les drogues, c'est pas bien. Et même quand Hmm. on est consommateur, hein, moi, voilà, j'ai été salarié d'une association qui représente les consommateurs de drogue. Je connais le sujet. Pendant 30 ans, j'ai bataillé. Et pourtant, je peux te dire que tous les consommateurs, quelque part, eux-mêmes se sentent, voilà, Un peu s'ils sont tout honteux. à fait honnêtes, oui, un peu Hmm. honteux, un Hmm. peu, oui, mais
Peu J'avais coupable, décrit hein. un jour tout ce qui fait que la société te renvoie à des items négatifs. Euh, Il y a la question du contrôle de soi qui reste un truc, alors effectivement un peu masculin, machiste, mais enfin qui reste dans la tête des gens. Le fait que tu aies besoin d'une substance qui est vue comme une faiblesse un peu, voilà, un peu Mm. féminine d'ailleurs. Mm. Euh, enfin, il y a plein de. Bon, il y a le logiciel de gauche sur voilà, le fameux opium du peuple, mais enfin, qui concernait la religion dans l'idée de Marx, mais dans l'idée de Marx, la religion, c'est pas très, très positif. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a bon, tout un tas de. Il y a les arguments antilibéraux aussi. Oui, attention, l'héroïne dans les supermarchés. Enfin bon, il y a plein de Mm. trucs. Alors qu'au final, il y a quand même une substance proche de l'héroïne qui est dans les supermarchés en libre-service, c'est l'alcool, hein, mais bon, c'est... Oui, Ça a et pas l'air puis, de les choquer plus que ça. Bon, après, ouais, enfin, je connais très peu de gens qui sont vraiment cohérents en mode, oui, il faut interdire l'alcool, tu vois. C'est pas un groupe que j'entends qui est particulièrement, tu vois, vivace, hein, bah, qui est... Donc, bon. malheureusement, ce groupe-là, il a mis en pratique ces théories aux États-Unis Hmm. dans les années 30 et ça a donné la mafia. Exactement. Ah oui. Faut le rappeler quand même. Ah oui. Et en France, ça donne la DZ Mafia au final avec l'interdiction Ah de, tu oui, vois, pour faire un rapprochement, mais bah voilà, oui, c'est... bah oui. Et depuis d'ailleurs, parce que depuis que la mafia s'est emparée de cette affaire et qui est née vraiment sur la prohibition de l'alcool, elle a jamais lâché la rampe. Et Hmm. effectivement, elle a enquillé avec les drogues ensuite. Ouais. Donc, Et ça, c'est vrai que quand on parle de légalisation, c'est vraiment un truc qu'il faut garder à l'esprit et éviter. Il faut pas légaliser pour recréer ce même truc, tu vois, où finalement des grosses entreprises vont pouvoir devenir voilà, des corporations ouais, mondialisées d'ailleurs, sur le dos des consommateurs, quoi. alors d'ailleurs, si on évoque le problème, parce qu'on a un peu le temps là, euh, ça permet de clarifier les choses sur l'histoire tu sais, de la mocromafia. Je sais pas si des gens qui nous écoutent ont déjà entendu ce mot. C'est l'histoire des Pays-Bas et de la Belgique, qui sont quelquefois dénoncés dans la presse comme des narco-États. Mhm. Parce que il faut tout de suite dire donc que les Pays-Bas, donc la Hollande, a, depuis les années 70, donc depuis très longtemps, en gros, dépénalisé le cannabis. Et on dit souvent légaliser, mais ça, Pas justement, c'est le légalisé, problème. oui. Ils n'ont jamais légalisé vraiment. Mhm. Ils ont ouvert des coffee shops, ils ont permis l'accès aux produits, ce qui effectivement élimine quand même beaucoup de sujets qu'on vient d'évoquer. Par contre, ils font naître un marché clandestin qui doit fournir ces cannabis. Et ce marché clandestin, il est devenu vite énorme. Il était au début, c'était la communauté. Bah, tu vois, toujours pareil, hein, les histoires de Mhm. communauté. Au début, c'était la communauté des Noirs. Suriname, toujours les gens vulnérables qui ont besoin effectivement de faire du business pour survivre. Et ensuite, c'est la communauté marocaine. Et la communauté marocaine, elle s'est tellement enrichie qu'après, elle est passée à la cocaïne. Bon, et la communauté marocaine, en plus, liée aux productions du RIF, là, puisque Oui. le Parce qu'il y a aussi cannabis. un aspect culturel dans certaines régions du monde où Tout à on fait. consomme du Tout à cannabis fait. depuis des siècles et où c'est Tout à quelque fait. Bah, chose c'est de... le Oui, cas du RIF, notamment. effectivement. Et où on produit le hashish, c'est un cannabis qui est cultivé dans ces montagnes traditionnellement et qui est produit de très bonne qualité. Et donc la mocro-mafia, en fait, c'est cette mafia qui s'est créée sur le marché de fourniture des coffee shops, qui a fait énormément d'argent et qui ensuite qui est passée à la cocaïne. Mais L'ecstasy aussi beaucoup oui, aux Pays-Bas, l'ecstasy, oui. voilà, ils font. Et puis, bon, ils ont effectivement acquis une puissance financière importante et c'est une mafia, donc c'est violent. C'est-à-dire que les marchés, ça se crée pas à coup d'écriture. Quand on les règle, on les règle aussi à coup de flingue Mm. et Après, y ça arrive compris. aussi avec les marchés légaux, hein, parfois Ça arrive dans aussi avec les certains marchés légaux, cas. mais là, si tu Mais veux, là, évidemment, en fait, d'avoir créé cette bulle artificielle, si tu veux, avec encore une fois, une vente de cannabis qui a apporté beaucoup de choses positives aux Pays-Bas aussi. Hein, parce mm, que si demain tu demandais
aux Hollandais de fermer leur coffee shop, tu vas voir la gueule qu'ils font, hein. C'est aussi pour des raisons commerciales, mais Hmm. aussi pour des raisons de sécurité et tu vois, eux, ils n'ont pas nos problèmes de banlieue ils ont des problèmes pour le coup de grand banditisme. Hmm. Et c'est complètement différent de nos problèmes où les petits revendeurs se tirent des coups de fusil ou des coups de Kalachnikov à Marseille. Ça Ouais. n'existe ni aux Pays-Bas ni en Belgique, où Hmm. l'accès à la consommation est sécurisé. Mais le Et- fait de ne pas avoir légalisé, et pourquoi ils n'ont pas légalisé? Parce qu'ils avaient en plus la pression de tous les autres pays. Il faut voir comment on parlait des Hollandais pendant les années 70 et 80, ouais. en disant c'est un scandale. Et d'ailleurs, eux-mêmes, à un moment, il y avait un discours qui disait oui, les Hollandais sont en train de revenir sur le politique, C'est sont ce en que train de j'allais fermer dire, le ça c'est politique. l'Arlésienne, je l'ai entendu toute ma Voilà, vie ce truc-là. voilà. À Amsterdam, Voilà, c'est bientôt les archi coffees vont faux. fermer, ils vont arrêter, hein. Oui, ça fait Oui, 25 ans que parce j'entends que ça. Oui. c'est Ouais. archi faux. Non Hmm. seulement ils veulent pas arrêter, mais encore une fois, il y a eu plein de retombées commerciales. Par contre, ce que les riverains ne supportaient plus, c'était le narcotourisme. Hmm. Sachant C'est-à-dire que c'est toujours le justement cas, hein. C'est toujours le les... cas. Et c'est toujours le cas. Hmm. C'est-à-dire le fait qu'effectivement des hordes d'Anglais et surtout de Français Hmm. venaient foutre Les le Allemands boxon. aussi, ouais. Voilà, les Allemands Hmm. venaient foutre le bas. Alors, les Allemands, ça va être moins le cas maintenant parce qu'ils ont C'est enfin sûr, c'est légalisé. sûr. Mais tu vois, donc, tu vois, à chaque fois, les arguments sont de mauvaise foi. Parce que, Ouais. évidemment, leur seul problème, ça a été qu'ils n'ont pas osé légaliser. Hmm. Évidemment, vu la pression qu'ils avaient à l'époque. Et du coup, ils ont créé cette bulle qui maintenant est un vrai souci. Et c'est un peu pareil pour le Belgique, à peu près pour les mêmes raisons. Ok. Moi, pour avoir voyagé un peu en Hollande et avoir discuté avec des Hollandais, j'ai l'impression qu'il y a aussi un aspect très pragmatique au final, où ils se disent, il y a des gens qui veulent avoir accès à ce produit, donc on le vend. Tant que tu le fumes pas devant les écoles, et que tu le fumes chez toi, ça pose pas de problème. Il y a ce truc très, bon, bah, ce truc existe, traitons-le, et puis faisons-en même un business, quoi. Voilà, il y a ce truc très libéral, tu vois, Les anglo-saxon, quoi, Hollandais, voilà. Mm, c'est les grands commerçants devant l'histoire, hein. mm, mm, mm. Avec les Suisses, c'est quand même. Voilà, il y Et a j'ai l'impression que eux, du coup, tu vois, leur mental, c'est presque, ils comprennent pas pourquoi l'interdire, en fait, tu vois. C'est genre, Oui, oui, finalement, oui, c'est non, une mais c'est drogue sûr, douce, les allons-y, tu deux vois. choses vont de pair, hein. Hmm, C'est des réalistes, des pragmatiques, c'est des gens qui savent faire de l'argent ouais. depuis toujours. C'est l'école protestante aussi. Hmm, Bon, hmm. Donc, ils euh, préfèrent faire un cadre légal, tu vois, avec voilà, des coffees, alors avec quelques règles, genre il faut que ce soit à telle distance des écoles, etc., plutôt que de laisser effectivement le marché noir s'auto-organiser, et sachant, enfin, tu vois, c'est un peu, ouais, c'est un truc pragmatique, mais même, comme tu dis, économiquement, dans le sens, si nous, on règle pas ce marché-là, il va se régler par le marché noir. Ils savent très bien que ça se passe comme oui, ça. alors Et en ceci dit, France, encore une on est fois, dans le déni par rapport à ça, tu vois, on est dans le déni, on est en il faut mode, insister sur c'est... le fait qu'ils ont quand même, du coup, en n'allant pas jusqu'au bout de la Ouais, démarche, ils sont arrêtés... créé ouais. un problème qui n'est pas un faux problème, hein. Il ne Ouais, bien sûr, bien sûr. faut pas le minorer. Là, Ça, il y a un c'est un mec peu que comme je... pour le Portugal aussi. Ils sont arrêtés au milieu du chemin, quoi. Ils sont pas Oui, allés alors le jusqu'au bout de. Portugal, en plus, bon, je vais te dire autre chose qui est compliqué. Les histoires de drogue, c'est à la fois simple et compliqué. Ouais, prends le temps C'est simple d'articuler, y a pas de parce souci. que sur les principes, il faut être ferme. Et les principes, ils sont simples. Ben, ce qui est compliqué, c'est que souvent, le rapport que chaque pays entretient avec la consommation de substances, il est très culturel. Je Hmm. parlais de la relation au vin des Français, mais tu vois, il y a des drogues qui fonctionnent dans certains pays et qui marchent beaucoup moins dans d'autres, et c'est pour des raisons culturelles. Et en plus, le niveau de consommation, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as des pays comment, la politique est extrêmement répressive, où tu as très haut niveau de consommation, c'est le cas de la France d'ailleurs, et tu as un pays comme la Suède où la répression est massive, mais où les niveaux de consommation sont extrêmement bas. C'est-à-dire, et c'est lié beaucoup je pense, à des questions culturelles. C'est-à-dire que euh, chaque culture a sa façon d'intégrer ses produits à la fête, au sexe, à la relation à l'autre. Enfin, bon, tu vois, il y a les psychostimulants, par exemple, c'est beaucoup plus répandu dans les pays de l'Est et les pays du Nord que ça l'est chez nous. Bon, voilà, et tout ça, encore une fois, ça mérite d'être pris en main par des sociologues, des médecins, voilà, tout ça, c'est rationnel, hein, ça a une certaine rationalité. Tu peux donner l'éducation à la santé, c'est ça, quoi. C'est de donner des informations sur tout ça.
Ouais, c'est ça le rôle de la RDR. Mais tu vois, par rapport à ce que tu nous as raconté sur l'héroïne, etc., moi, je pense à quelque chose parce que j'ai l'impression, moi, je vis en Corse. Donc, en Corse, j'ai l'impression que ces années 80, l'héroïne, etc., a énormément marqué les consciences. Et il y a ce truc, tu vois, ah, la drogue, c'est de la merde. Parce que, en fait, toutes les drogues sont rattachées à l'héroïne, en fait. Que ce soit le cannabis, le LSD, toutes les drogues illégales ont, pour beaucoup de gens, dans leur esprit, les mêmes Ouais. conséquences que l'héroïne, l'overdose, etc. Alors, Hmm. moi, j'ai souvent entendu des gens qui me disaient bah, j'ai perdu mon cousin qui est Ouais, c'est mort ça. du sida, qui est mort de ceci, qui est mort d'overdose. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Après, moi, je connais aussi beaucoup de gens qui sont morts d'accidents de voiture parce qu'ils ont conduit totalement bourrés. Ouais, ouais, Tu vois, donc, bon, on va dire, les ravages de la drogue encore, s'ils sont nombreux, mais j'ai ouais. l'impression que, tu vois, ils sont très, très durs sur la drogue. Donc, ils entendent les stupéfiants, les drogues illégales. Et par contre, discours beaucoup plus mou sur l'alcool, tu vois. Donc il y a Mais ce truc qui est assez le bizarre, quoi. souvenir de l'héros, ça m'étonne pas, hein. Enfin, quand tu me dis la Corse, j'ai ce souvenir-là aussi qu'il y a eu il y a eu des ravages terribles à Marseille, et je pense que voilà, il y a eu porosité certainement La avec la French, Corse. Et en plus, c'était beaucoup d'Écorce, la French Connection. Ouais, ouais, mais enfin bon, la French Connection, c'est encore la période d'avant, hein. ouais, Là, ouais, je bien parle sûr. des années 80, oui, c'était plus la Ouais. French Connection, mais il y avait bon quand même porosité du fait de la proximité, tout bêtement. Et après, tu sais, on est dans un système de circuit fermé où le problème, c'était les seringues et les Hmm, seringues contaminées. Donc, ouais. dans une île comme la Corse, avec beaucoup de répression aussi, beaucoup de non-dits, beaucoup de culpabilité, Ah oui. je pense que ça a fait beaucoup de ravages, un peu comme dans les quartiers populaires dont je parlais tout à l'heure, dans Oui. les sociétés maghrébines, tu vois, Hmm, hmm, un peu hmm, pour hmm. les mêmes raisons. Et puis, autre chose que je te disais sur la Corse, dont je me souviens parce que il y a une sociologue avec qui j'avais travaillé qui avait bossé là-dessus. C'était aussi l'association avec l'idée que la Corse, l'héroïne et la drogue, c'était les Arabes. Hmm. Et le Je continent, sais. c'est Voilà. les deux. C'est genre, mais c'est ce Ouais. même truc au final. Enfin, moi, souvent, quand on discute de banlieue, j'en ai souvent parlé, notamment avec les gars de banlieue insoumise. Tu en avais beaucoup parlé des dom-toms, des banlieues et de la Corse. Du coup, moi, j'apportais un point de vue corse. Et très souvent, je me rendais compte, en fait, de la proximité des problèmes, Proximité, tu ouais. vois, Ouais, ouais, voilà, ouais. je veux dire, la jeunesse corse, au final, elle a beaucoup de points communs avec la jeunesse des quartiers, tu vois, genre, Ouais, ça aime faire ouais. de la moto, ça aime, tu vois, Mm, mm, voilà, mm, se droguer, se mm, bagarrer, etc. Enfin, tu vois, ce même mm, truc, cette mm, masculinité toxique et tout, vraiment, on retrouve des ouais, traits communs. Alors, c'est pas ouais, exactement la même chose parce que les ouais. corps sont blancs, donc déjà, ça change aussi pas mal de choses. Et tu Mais, m'étonnes. tu Ouais, vois, il y a quand même ouais. Et puis, il y a aussi des ponts, quoi. des cités en Corse, et donc tu as aussi des rebeux Bien nés en sûr. Corse qui ont, eux, pour le coup, presque le double problème. Mais encore, il y a même une, je sais pas presque, il y a une ségrégation, tu Mm, vois, mm, entre les personnes. Il y a beaucoup de Marocains en Corse, mais ils sont vraiment, oui, ségrégés d'une certaine manière, tu vois. Il y a des ouais, bars où les Arabes vont et des bars où les Corses mm, vont, tu vois. Et mm, si tu es mm, arabe et que tu vas dans un bar pour Corse, dans certains bars, tu seras mal vu, tu seras peut-être pas servi, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs, on va dire, c'est pas mm, forcément. Mais c'est une forme de mm, ségrégation sociale un peu mm, mm. latente et non dite, tu vois, tacite, quoi. C'est dingue Ouais. ce que tu Mm. dis, tu vois, parce que ça me rappelle. Moi, je me souviens avoir été à Barcelone il y a longtemps, hein, Mm. bon, à Plaza Real, avec des amis espagnols, avec mon épouse, et on s'était assis Plaza Real et on a attendu 1 heure et personne n'est venu nous servir. Et au bout d'un moment, les amis espagnols ont interpellé le serveur en lui disant. Enfin les Catalans en l'occurrence, en lui leur disant mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec est arrivé, il m'a pointé du doigt et il a dit El Mor, Mm. c'est-à-dire que Il y a un mort, donc, ouais. il y a un mort, je vous sers pas. Et Waouh. après, donc, alors évidemment, ils se sont engueulés avec eux. Et en fait, c'était la drogue. C'était Hmm, l'histoire de drogue. Parce que, effectivement, il y avait un peu de deal dans le coin. Et que du coup, mais alors, du coup, c'était franc et massif, hein. hmm, C'était El Moro, donc on vous sert pas, quoi, tu vois, hmm. l'arabe. Enfin, Ouais, ouais, ouais. bon, et j'y pense quand tu me. Parce qu'effectivement, en Corse, oui, je sens cet antagonisme là dont tu parles, là, Ouais. Et qui, il est tellement fort qu'il y a même très peu de, tu vois, d'Arabes qui vont le reconnaître et qui vont
admettre que les choses sont comme ça, tu vois. C'est ça qui est assez terrible. Ouais, C'est ouais, que c'est ouais, tellement ouais, intégré que tu vois, beaucoup d'Arabes ici vont dire non, on est très bien encore, c'est pas de problème, tout se passe ouais, bien, c'est super. ouais, 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 Voilà. ouais. Oui, ben, comme ça a été dit aussi longtemps aussi, hein. Enfin, Hmm, hmm, faut être honnête avec ouais. notre histoire républicaine, là. Donc, mais oui, donc voilà, encore une fois, à chaque fois, le non-dit de la nation. Et autre chose à laquelle je pensais pour la Corse, il me semble que c'est un gros pays de fumeurs de bédo aussi, ou je Ah, me ça. trompe. Mais caché. Caché, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah surtout, moi j'ai l'impression que ce qui a beaucoup changé les mentalités, c'est le CBD. Et quelqu'un posait la question dans le chat tout à l'heure, donc on va en profiter pour en parler. Mais depuis que le CBD est légal et que dans tous les tabacs en Corse quasiment ça vend du CBD, il y a même eu du CBD corse, tu vois, fait localement, etc. Donc il y a eu un truc où, voilà, une fois j'ai vu tu vois, une personne qui était relativement âgée, tu vois, qui devait avoir la cinquantaine, quoi, fumer un énorme joint de CBD comme ça en public. Et je me suis dit, voilà, il y a quand même Ouais, quelque chose qui ouais, a changé. Mais pour raconter une ouais, anecdote, moi, dans les années 2005-2006, je vais à un festival, c'était le festival de la guitare à Patrimoine, et les nuits de la guitare. Et du coup, j'étais dans la foule comme ça avec mon frère, et on discutait comme ça. Et il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, ouais, est-ce que t'as pas un truc à fumer? Et donc je lui dis non, mais bon, si tu trouves un truc, fais-moi fumer, moi j'aime bien fumer. Et le mec appelle tous ses potes, et j'ai là, lui il veut fumer. Tous ses potes se ramènent autour de moi comme ça, et le mec commence à me faire une espèce de leçon de morale en mode ici on est en Corse, on fume pas de joint, blablabli, blabla. Je lui dis frérot, c'est toi qui es venu déjà me chercher, donc je sais pas ce que tu me ouais, racontes. En plus, je suis ouais, Corse, etc. Bon, je commence à embrouiller avec le mec. Bon, y a rien eu, hein, voilà, mon frère nous a séparés, etc. Mais j'étais très énervé parce que, genre, le mec vient me proposer, c'était un traquenard en fait, c'était un piège pour pouvoir ouais, faire son numéro de ici on ouais, se drogue pas, tu vois. C'était absolument délirant. ouais, Mais pour dire, c'était ça ouais, la mentale quand moi j'avais, tu vois, 17-18 ans, quoi, en Corse. ouais, Donc, clairement, quand tu fumes des joints, il fallait le faire cacher chez toi, ne pas en parler. Mais ouais. évidemment, tu vois ce que je veux dire, enfin, je connais plein de mecs qui font les gros bras comme ça avec leurs potes, etc. et qui adorent fumer des joints dès qu'ils sont, Ah tu oui, vois, voilà, ah avec oui, les parce bons que potes, moi, quoi. c'est Donc, bon. souvent l'impression que j'ai aussi, Mm. quoi. C'est que ça m'élève pas mal, quoi, encore. Et oui, mais Et ça, il y a beaucoup de c'est. Voilà. répression aussi. C'est ça le truc qui est précis aussi, c'est que vu qu'on n'est pas très nombreux, quand tu te fais arrêter ici et que tu te fais condamner pour ça, ben vraiment la justice te tape dessus, tu vois. Ouais. Ça se met des années de sursis pour des petites Mm, quantités et tout. Enfin, c'est quand même assez, mm, tu vois, mm. assez Oui, énervé parce que et c'est pas effectivement, comme à Paris où il y avec a la. énormément de cas, tu Ouais. vois. Donc voilà. Ouais. Et Mm. avec la référence avec la drogue, effectivement, des années 80, Mm. l'héroïne, voilà, c'est un fléau. Enfin, oui, oui, Exactement. je ressens bien ça aussi Enfin, bon, évidemment, je suis beaucoup plus éloigné de toi, mais à travers certaines interventions, je ressens tout à fait ça aussi. Et donc, on est bien dans cette dichotomie là de la culpabilité versus une consommation réelle qui reste inavouable. Moi, j'ai un autre élément de comparaison aussi. Je dis, c'est aussi la sexualité tarifée au 19e siècle, tu sais. Mm. C'est les bourgeois qui allaient au bordel toutes les semaines et qui ensuite prônaient la morale bourgeoise. Tu vois, Ouais. on est là-dedans. Quand on parle de L'hypocrisie. drogue, aujourd'hui, on est là-dedans. L'hypocrisie absolue, du coup. C'est Hypocrisie ça. absolue. Mais en Il y plus, a le truc, c'est que les gens sont l'autre poussés à comparaison, l'hypocrisie. Parce qu'il y a des ouais. lois quand même tu vois, qui interdisent l'apologie de base. Donc forcément, tu ne peux pas publiquement dire, bah oui, je me drogue et ça se passe bien. Tu vois, il y avait cette blague de Bill Hicks. Tu parlais tout à l'heure de Mm, CNews qui te raconte toute la journée des histoires horribles, voilà, de gens qui se massacrent, etc., d'histoires de drogue horribles. Bill Hicks, il disait à l'époque, dans les années 80, hein, moi j'ai une mm, histoire de drogue positive. Voilà, j'ai pris du LSD avec mes amis et j'ai parlé à Dieu, j'ai compris que nous n'étions que vibrations, que l'univers n'était voilà, qu'une goutte et que la vie était sans importance, etc., etc., tu vois. Et c'était très bien et j'ai passé un très bon moment. Voilà une histoire de drogue positive, comme il y en a des mm, millions. mm, Mais ça, voilà, c'est un truc, en fait, personne n'ose en France le dire parce qu'il y a un tel stigmate sur ça mm, que, tu vois, mm, entre drogués, entre guillemets, on se sait, mais au final, publiquement, personne ne mm, va l'assumer, ne va mm, oser en parler. mm, Par contre, l'alcool, là, c'est. Voilà, bon, mm. bref. Alors après, tout ce qu'on dit là, c'est un petit peu à nuancer avec le cannabis quand même, Hmm. parce que il y a ce discours Ça change, ouais. pro-cannabis, d'ailleurs tu parlais du CBD tout à l'heure, Hmm. effectivement, mais qui se double quasi systématiquement d'un discours extrêmement discriminant sur les autres drogues.
pour en fait sortir le cannabis de la catégorie drogue Il y a et complètement le ce mettre discours, dans oui. la catégorie des produits légitimes, voire d'ailleurs extrêmement diabolisant sur l'alcool aussi, voilà, Oui, d'ailleurs oui. pour quelquefois d'ailleurs avec des raisons rationnelles de type dangerosité, puisque effectivement la cannabis est plutôt moins dangereux que l'alcool, mais enfin qui rate complètement l'affaire du logiciel de base qui est que le problème n'est pas le produit, mais le problème Hmm. c'est l'usage. Bon. Oui, oui. Et tu as un petit peu ça avec les hallucinogènes aussi maintenant. Hmm. C'est-à-dire que tu as un discours maintenant, classe moyenne, blanche, sur l'efficacité médicale aussi des hallucinogènes, voilà, tout un discours d'une certaine tolérance sur ce type de produit, Mais il y mais a la toujours, Silicon Valley aussi qui a pas mal, tu vois, promu le ouais, tout microdosing, à fait, etc. Donc ça tout à aussi, je fait. pense, Les contribue à microdoses, déstigmatiser, etc., tu vois. Hmm. qui sont extrêmement intéressantes par ailleurs, hein, mais qui se doublent quelquefois aussi de ce discours discriminant sur ce qu'effectivement, le truc spontané, c'est de dire, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le crack, par Oui, exemple. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'avais un peu résumé ça sur Twitter une fois en lisant beaucoup de discours comme ça sur les drogues et tout. C'est souvent le discours, c'est les drogues que je prends, c'est ok, c'est très bien, elles sont super. Ouais, Les drogues que les ouais, autres prennent, par contre, là, non, ouais, ça va pas. c'est C'est ça. un peu Ouais, ouais, ce truc ouais, il faut sortir un peu de ouais, ça parce que en fait, ouais, les molécules interagissent différemment avec les individus. Certains individus ont des ouais, besoins différents et en fait, ouais, faut comprendre ça. Et effectivement, ouais. sortir de ce truc de mettre les molécules les unes contre les autres. Et après, je veux Mm, dire, je peux être coupable aussi parce que en fait, le discours sur l'alcool est tellement normalisant vis-à-vis de l'alcool qu'on a envie d'être contrarien et de dire bah non, regarde mm, l'alcool, regarde les stats, c'est quasiment aussi dangereux que mm, l'héroïne, ce qui est mm. vrai techniquement, mais dangereux, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens, l'héroïne les sauve en fait, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à dire et à faire Bah oui, à admettre. faire passer, ouais, Mais en bien fait, bien enfin, sûr. Ouais, quand on ouais, prenons pas, ouais, disons pas le mot héroïne, mais disons le mot opiacé. Tu vois, ouais, les ouais, opiacés aident les gens ouais, à avoir moins de ouais. douleur. Comment on peut Bah oui, oui, c'est ce être que je contre disais ça tout en à fait? l'heure. C'est ce que tu disais tout à Bien l'heure, tu vois. sûr. Ouais, ouais. Mais au fond, Mm, l'héroïne est la pire chose. Alors que moi, enfin, j'ai mm, fréquenté des gens qui étaient accros à l'héroïne dans des, tu vois, dans des contextes ruraux, voilà, très pauvres et tout. Donc moi, j'étais pas là-dedans parce que enfin, c'est pas du tout une molécule pour moi. Donc voilà. Mais du coup, j'ai vu comment la sociabilité se construisait autour de cette substance. Quand le RSA tombe, on se retrouve, on va en voiture pour pécho, etc. Enfin, et toute leur mm, sociabilité est organisée autour de mm, cette substance. Et moi, mm, je discutais avec eux, ils m'expliquaient pourquoi ils en prenaient. Bah, c'est parce qu'ils ont des douleurs lombaires à cause de boulot mm. super difficiles Ouais, qu'ils ouais, ont après, fait. Ils ont, ouais, tu vois, des bien sûr. raisons Mm, physiques, en mm, fait, qui font que mm, le produit leur mm, procure des mm, sensations. Donc, et il y en mm, a, justement, s'ils n'avaient pas leur produit, c'est là qu'ils galéraient à aller travailler. mm, Donc, finalement, mm. c'était le Ah produit ouais, qui alors les là, aidait à après, travailler, tu vois. Donc, voilà, bon, il y c'est... a toute la problématique des opioïdes. Là, ça nous emmènerait à Hmm. encore de 2 heures de discussion parce Bien que sûr, c'est oui. compliqué aussi à expliquer. Mais moi, tout à l'heure, là, quand tu parlais, je me disais, euh, en fait, il faudrait peut-être conclure presque par ça un petit peu, c'est l'idée du bouc émissaire. Hmm. C'est-à-dire que, en fait, dans cette histoire, il faut toujours un bouc émissaire. Et effectivement, ce bouc émissaire, il sert beaucoup aux consommateurs eux-mêmes pour les déculpabiliser, pour dire, non, de toute façon, le drogué, c'est pas moi. Hmm. Ça, quand tu disais, c'est la drogue des autres. Mais il y a Hmm. toujours eu une figure. Alors, effectivement, dans les années 80, c'était plutôt le junkie, tu vois, Oui. et le junkie arabe, d'ailleurs, c'est ça, on l'a oublié, parce qu'au départ, cette construction, c'était beaucoup autour d'une construction racisée. Et Hmm. aujourd'hui, bah, comme par hasard, c'est le cracker. Ouais. Et le Ouais, craquette, cracker, ouais. comme Hmm. par hasard, eh ben, voilà, va demander à Zemmour ce qu'il en pense. Il a été faire un reportage exprès sur la scène du crack pour filmer. Et le cracker, en fait, il est noir. Ouais. Soyons honnêtes. Voilà. Ouais. Euh, c'est ça l'idée. Et le cracker, c'est le dernier des derniers. C'est-à-dire, c'est le toxico dans toute sa puanteur et son aspect dégradé. Et c'est celui qu'on ne voudrait jamais être. Hmm. Bon. Et il y a toujours eu finalement une figure comme ça qui sert de bouc émissaire pour finalement déculpabiliser tous les autres. Hmm. 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 Et ça, je trouve ça intéressant aussi parce que ça veut dire qu'en fait, on a besoin de ça. Quoi. Enfin, dans ce logiciel de guerre à la drogue, il faut aussi voilà, avoir une figure visible, quelqu'un dont on peut montrer dans toute sa déchéance.
C'est pas mm. seulement le côté incarcération, etc. Bon, ça c'est clair, hein, que c'est l'idée principale. Mais il faut aussi celui qu'on va pointer. Celui ou celle d'ailleurs, parce que dans la question du crack, il y a beaucoup de femmes qui sont montrées sous les aspects les plus Mm. terribles, quoi. Bon, aux Euh, États-Unis, il y a tout un phénomène de, vu qu'il y a beaucoup de SDF, de gens qui sont à la rue, qui sont voilà, accros à différentes ben substances et tout, de gens qui les filment et qui les mettent sur ouais, Internet, ouais. c'est Alors absolument ça abject, c'est ouais. maintenant avec les Ouais, opioïdes, mais ça a été ouais. la figure de la crack war, enfin, ou Ouais, la ouais, crack, etc. ouais. Et Ouais, aujourd'hui en France, c'est la figure du cracker ouais, tout à fait. parisien Ouais. Mais qui en l'occurrence est noir. alors peut-être faire un peu d'éducation justement sur cette question du crack, tu vois, parce qu'au final, le crack, c'est de la cocaïne cuisinée, donc c'est exactement la même molécule. Donc ça, c'est un truc déjà, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas et ne savent pas. Ah oui, Quand bien on parle de sûr. crack, on parle de crack Ah ouais. cocaïne, donc c'est de la cocaïne Mm. cuisinée. Donc c'est la même Et substance. Et aux États-Unis, ce qui était très précis, c'est que dans les années 80, et je te laisse en parler, hein, parce que je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux, mais juste pour rappeler ce truc-là, tu vois à quel point c'est raciste et à quel point c'était précisément orienté contre une certaine classe de population, c'est que la condamnation pour cocaïne était moins grave que celle pour ouais. crack, qui t'envoyait en prison pendant des dizaines d'années, Mm. parce que Mm. soi-disant c'était plus dangereux, etc. Alors que c'est la Mm. même molécule, c'est juste que le crack Absolument. était plus consommé dans les communautés noires et la cocaïne plus dans les communautés blanches. Voilà, enfin en Dans les théorie. Et communautés en noires tout cas, pauvres, pauvre évidemment. Et pauvres, ça a il faut insister servi. là-dessus. Ouais, et ça a servi à envoyer des millions de gens en prison. Ce qu'on disait tout à l'heure, la plus grande population carcérale au monde, elle est américaine et essentiellement constituée de Noirs et de Mm. Latinos dans une moindre proportion. Voilà, il y avait une statistique complètement folle. C'était un homme noir sur 12 va passer quelques années en prison dans sa vie, va faire un Ouais, bah séjour en ça, prison dans sa vie. c'est redit dans le bouquin Mm. d'Alexander, là. C'est que, effectivement, dans les grandes villes américaines, je crois que c'est pire que ça encore. C'est un homme noir sur cinq qui a eu une expérience carcérale Eh ben. liée à des histoires de drogue. Mm. Mais oui, alors après, le crack, bon, tu disais, les gens, c'est surtout la presse, hein, qui en Ouais. parle comme ça en disant le crack qui serait un dérivé de la cocaïne en général, c'est dit comme ça, Mm. surpuissant et qui accroche terriblement. Euh, non, le crack, c'est de la cocaïne, ni plus ni moins, Ouais. qui est transformé en caillou pour pouvoir le fumer. Et au départ, d'ailleurs, c'est produit qui est plutôt consommé en Amérique du Sud et aux Antilles parce que déjà les gens n'injectent pas pour des raisons culturelles et ensuite ils préfèrent fumer que sniffer. Donc pour pouvoir fumer la cocaïne, puis ça a un effet effectivement plus direct, mais qui ne change rien sur l'addiction sur le fond. Et en fait, la grande montée du crack aux États-Unis, c'est une focalisation sur les Noirs pauvres qui consomment de la cocaïne, parce qu'en fait, c'est parallèle à la montée de la cocaïne tout court. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 80, aux États-Unis, on a consommé beaucoup, beaucoup de cocaïne, mais dans tous les milieux. Ouais. Mais dans tous les milieux. Et c'est vrai aussi aujourd'hui en France. Il y a une théorie du complot d'ailleurs là-dessus, c'est fameux contrat avec la CIA qui aurait Ouais, 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 arrosé les l'histoire des quartiers. contrats, Est-ce ça. que c'est vrai? Ouais, Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Ça, dans le rap, c'est un truc qui est très présent, tu vois, dans la culture, en mode, ouais, dans les années 80, les quartiers noirs ont été arrosés de ouais, cocaïne et donc ouais, de crack par la ouais. CIA dans le but de Oui, nous alors, détruire, ouais, ouais. quoi. Mais Alexander, elle dit la même chose pour l'héroïne dans les années 70, hein. C'est-à-dire Hmm. que il y a eu aussi ça, soi-disant, c'est les flics, le FBI qui distribuaient de l'héros pour casser les mouvements, tu vois, Black Panthers, etc. Hmm. Donc, tu vois, à chaque fois, de toute façon, les histoires complotistes, ça fleurit toujours sur les sujets drogue parce que c'est tellement plus simple, tu vois, c'est tellement plus facile. Ça déculpabilise tout le monde, la Hmm. société, les parents, voilà, Hmm. les consommateurs. Ouais. C'est la C'est CIA, ah oui. ouais, c'est la CIA, c'est la drogue, c'est pas de ma faute, c'est la drogue. Donc non, tout ça c'est du bullshit, c'est des paniques morales, ça s'appelle comme ça. Et les paniques morales en plus, elles reviennent aussi régulièrement à travers les produits. Régulièrement, tu as des produits qui apparaissent dont on te dit ah mais là c'est terrible, ça va envahir la France. Et là, Hmm. le dernier en date, c'est justement Le la crainte 3-MMC. des opioïdes et du fentanyl, Ah oui, oui, le c'est-à-dire fentanyl, oui. voilà, l'idée qu'on va être envahi comme on devait être envahi par le crack, comme on devait être envahi par
la méthamphétamine. Avant, il y a eu la poussière d'ange, enfin, etc. Et à chaque fois, c'est complètement inversé le problème. C'est-à-dire, à chaque fois, on pense, on essentialise des substances, en fait. Voilà. Hmm. On pense que c'est des substances qui vont prendre le contrôle, ce qui est le logiciel de la prohibition. La prohibition, elle ne marche que là-dessus. Sur l'idée que des substances arrivent et vont prendre le contrôle de ton cerveau, de tes relations, de ta société, que tu n'auras plus aucune liberté. Et à partir de ce moment-là, tu es délégitimé comme citoyen, comme consommateur, et on délégitime aussi la question de la demande. Et on revient à la question de l'exercice de la liberté dont on parlait tout à l'heure. Hmm, hmm, Donc hmm. tout ça, encore une fois, pour moi, c'est clair. Mais voilà, donc pour revenir au crack, bon, là, aujourd'hui, on est effectivement dans cette désignation du cracker ou de la craqueuse, qui est la dernière des derniers, qui n'a plus aucune liberté, qui n'a plus aucune prise sur sa vie, dont les associations de riverains disent qu'il faudrait les prendre et les mettre dans des centres de cure fermés obligatoires, exactement ce qu'on entendait dans les années 80 pour l'héroïne. Bon, et en fait, quand tu t'intéresses au sujet, c'est juste des gens qui sont dans une extrême pauvreté, une extrême précarité, qui subissent un racisme massif et qui vivent dans la rue. Donc voilà, qui cumulent des processus de discrimination. Et comme je disais encore récemment à quelqu'un, quand je pense à l'argent qu'on a mis pour reconstruire Notre-Dame en 5 ans, Hmm. à mon avis, tu prends le centième de cette somme et tu règles le problème du crack. À Paris, hein, les crackers, ils sont quelques centaines. Hein. Les plus dans la merde, ils sont quelques centaines. Et par ailleurs, tu as des tas de gens qui sont des consommateurs récréatifs de cocaïne, qui fument de la cocaïne chez eux, et on n'appelle pas ça le crack, on appelle ça baser de la coke. Mais Hmm. c'est exactement la même chose. Ouais, là, c'est basé. C'est des fumeurs de crack. Mais sauf que eux, ils basent de Hmm. la coke, tu vois. C'est-à-dire qu'ils achètent. Voilà. Allô? C'est pas des crackers, tu vois. Oui. Alors, il Donc y a une petite. voilà, bon, Ouais. de toute façon, bon, voilà, on peut y passer des heures et des heures, hein, Ouais, j'y passerai mais des heures avec plaisir, hein. ouais, là, je vois le temps. Parce que je vois là qu'il y a un temps restant qui Ah, continue à se, il reste 6 minutes 40 à avant qu'on doive voilà. relancer une Voilà. discussion. Tu veux peut-être conclure, on conclut avant 6 Bah, minutes 40 ou tu as encore des choses. Parce qu'on n'a peut-être pas peut-être parlé de l'aspect, on en a quand même parlé, mais de l'aspect, la RDR, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Tu vois. Peut-être on peut conclure là-dessus, je sais pas. ouais, ok, Ou... ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je disais que la dépénalisation, ça installe la question de la légitimité de la liberté. Bon, alors effectivement, avec la RDR, on a normalement la possibilité d'éduquer les gens à la santé, mais ça ça reste reste, important. ça reste très important, mais ça reste aussi sous le coup de la loi. C'est-à-dire Hmm, que en France, on n'a jamais changé les lois grâce à la RDR. hmm. Malheureusement, ce que je dis souvent, tu vois, le travail quand j'ai parlé de Maestrachi tout à l'heure, le travail d'éducation qu'elle avait fait, qu'elle n'a pas pu mener au bout, il est important, mais il faut savoir que les arguments rationnels, malheureusement, ne suffisent pas à transformer euh, les mentalités en matière de drogue, parce que Hmm. il y a toujours un aspect passionnel, parce que euh, les drogues, il y a toujours, on a toujours un avis au fond sur le fait que ce soit bien ou que ce soit mal. Hmm. Euh, Pendant très longtemps, tu sais, quand tu étais arm reductioniste, quand tu étais militant de la réduction des risques, on te disait il ne faut pas moraliser le débat. La moralisation, c'est l'outil de la prohibition. Donc, il faut avoir ce Hmm. qu'on appelle le non-jugement. Hmm. C'est-à-dire dire, bon, les drogues, c'est un état de fait, c'est ni bien ni mal. Et moi, je l'ai longtemps cru, ça, et je l'ai longtemps décliné comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est inopérant parce qu'en fait, c'est pas possible. On a forcément un avis sur les drogues. Parce qu'on Hmm. en prend, ou on a des amis qui en prennent, ou on a des enfants qui vont en prendre, tu vois, Oui. ou on a un conjoint qui en prend. Et du coup, tu as forcément un avis. Et cet avis, malheureusement, il est souvent où c'est bien ou c'est mal.
Alors le problème, c'est que parfois, ça peut être mal à des certains moments de ta vie, mais il faut être capable de dire qu'à d'autres moments, c'est bien. Et pas seulement parce que c'est bien, parce que c'est cool et qu'on peut s'éclater. Non, 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 non. Parce que, encore une fois, c'est des instruments de socialisation et que ça existe pour ça. C'est pour ça que les êtres humains ont inventé, sont mis à faire fermenter des grains dans un truc, dans une grotte préhistorique. Hein. Bon. Et aussi parce qu'il y a un rapport au sacré. Enfin, je veux dire, c'est des vrais sujets. Donc, il faudrait presque arriver à dire que aussi les drogues, c'est bien. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. La réduction des risques, tu vois, a beaucoup de mal avec ça, avec cette idée de se positionner sur le champ de la légitimité des drogues. Parce que ça voudrait dire aussi de s'attaquer aux questions de légalisation de manière sérieuse et de faire tout un travail sur comment rendre accessible absolument tous les produits, y compris l'héroïne et la cocaïne, tu vois. Au cas par cas, du coup. Au cas par cas, Ouais. sous quelle forme, sous des formes différenciées. Euh, et pour ça, si tu veux, il y a deux exemples simples. Hein. C'est que pour le cannabis, c'est vrai que le marché, ça paraît le plus simple, à condition effectivement d'avoir de l'éducation à la santé quand même. Et pour les opiacés, il y a un truc simple, c'est la médicalisation. C'est-à-dire que les gens puissent avoir accès aux opiacés, euh, mais par voie médicale simple. Tu vois, comme d'ailleurs c'était le cas avant que la prohibition s'installe. La prohibition, c'est pas si ancien. Hein, ça, comme je le disais, c'est 1916 pour les premières lois. Donc avant, tu avais accès aux opiacés en allant chez ton pharmacien. Oui. Ouais, tout à fait. On voit des pubs pour acheter de la morphine, acheter de la cocaïne en Et pharmacie. acheter de la Ouais. cocaïne aussi. Mm. Donc tu vois, il y a tout un travail de civilisation à faire là-dessus, à mon avis. Voilà, mais on est sans doute au début de ça un peu partout dans le Ouais. monde, hein, enfin dans le monde occidental. En France, on est en retard quand même. Mais en Sur France, les, on oui. a du Ouais. boulot. Voilà. Bah, en France, c'est à nous de prendre un peu ce truc-là parce qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques. Donc, tu vois, c'est à des militants historiques comme toi, des gens qui font du contenu comme moi, voilà, qui osent en parler, qui prennent sur eux d'avoir ces discussions-là, quoi. Donc, je vois qu'il reste 2 minutes. Exactement. Du coup, je te laisse mot de la fin sur les Bah 2 dernières écoute, minutes. oui, je crois que tu as dit le mot clé en ce moment, c'est à nous de le faire et c'est précisément en ce moment, hein, je pense, parce que, encore une fois, sinon, on est à l'aube de temps nouveaux, là, avec des forces de droite et d'extrême droite qui veulent changer notre logiciel de société et qui vont utiliser ce champ-là. Hmm. Ils l'ont déjà utilisé et ils commencent à le coloniser parce que nous, on leur a laissé le champ libre. Ouais, Donc, et voilà. plutôt que de leur opposer, tu vois, un truc de, comme là, on l'a entendu à gauche, de ah nous on sera encore plus, on va aller encore plus loin, on va taper Voilà, plus juste c'est et tout, ça. opposer un C'est ça. discours qui soit ancré dans nos valeurs, dans notre éthique et qui soit vraiment confrontationnel avec ça. Absolument. Et en les prenant complètement à contre-pied parce que du coup, ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise non, mais attendez, vous avez tout faux, les drogues, c'est bien. Tu vois, Mm. parce qu'évidemment, a priori, ça paraît suicidaire et électoralement. Alors qu'en fait, si tu prends le biais de la discrimination, ça devrait parler à des tas de gens. Oui, Voilà. oui, il y a Euh, tellement de biais qui parlent, parce que même sur un terrain libéral, là, tu peux les détruire. Enfin, un macroniste sur le terrain libéral, tu dis mais vous êtes pour la ah liberté bah, et là non, c'est voilà, finito. absolument. Ouais. Donc, Exactement. mm. On a toute une palette. Voilà. Ouais, donc c'est à nous de faire ce travail-là. Mais c'est vrai que tu l'as rappelé, hein, même chez les gens, les consommateurs, c'est parfois compliqué d'avoir ce genre de discours. Donc oui, Donc, il faut continuer. il faut continuer. Bah, en tout cas, un immense merci, Fabrice. J'espère qu'on pourra se retrouver pour continuer à parler de ça quand tu veux. En tout cas, Eh ben, la porte est à ta ouverte quand tu veux. disposition. Un grand, grand À ta merci. disposition et je te remercie aussi de ton invitation et le Merci. combat continue. Le combat continue. Merci pour cette discussion passionnante, Fabrice. Ça va couper tout Je t'en seul, au moins prie. Zoom. Voilà, c'est bien. On n'a besoin de toucher à rien. Ça va couper en quelques secondes. Un grand, grand merci. Le chat te dit merci. Et à une prochaine. Salut Ulysse, à très bientôt. Salut, salut Fabrice. Donc c'était Fabrice Olivet, militant historique de la réduction des risques. Oui, RDR, c'est réduction des risques pour les gens qui demandaient sans cesse dans le chat. Alors oui, voilà, la réunion est terminée. Il faut, c'est terrible. Hein. Non, je déteste Zoom. Hein. En plus, si ton expérience était bien, ben non, vous m'avez coupé en plein milieu 8 fois. Je vous déteste Zoom. Mais bon, en tout cas, Fabrice, vraiment incroyable, incroyable discussion, énormément de plaisir. Attendez, je vais remettre la cam. Voilà. Vous savez qu'ici, on aime bien parler de ASUD, c'est l'autosupport des usagers de drogue. C'est une association, justement, de RDR, de réduction des risques,
Je vais vous mettre le lien de Asud. Alors, il est fondateur d'Asud, mais il n'y est plus aujourd'hui. Mais ça reste une association basée à Sud qui fait du bon boulot. Mais voilà, on voulait aller un peu au-delà de ce que peut faire Asud en termes de réduction des risques. Et justement, on a abordé cette question à la fin. Il parlait de voilà, ce langage sans jugement qu'adoptaient les associations parce que justement, le terrain de la morale, ben, on le laisse aux prohibitionnistes, quoi, finalement. Et peut-être que justement, c'est ça aussi. Alors, je veux pas, comment dire, à Sud, ils ont fait un énorme boulot. Ils ont aidé des milliers de personnes, si ce n'est pas des millions de personnes. Donc, à Sud, vraiment, ils font un travail extraordinaire. Si Mercalli, je le typerais si j'étais pas au RSA. Mais il n'y a pas de problème. Si vous êtes au RSA, si vous êtes, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de sous, bien sûr que profitez du contenu. Justement, le contenu est gratuit pour que tout le monde y ait accès, hein, de base. Donc, c'est si vous avez un peu d'argent et que vous voulez que ce contenu puisse continuer, qu'on puisse continuer à faire des interviews comme on vient de le faire là avec Fabrice Olivet. Sur le sujet, on l'avait aussi fait avec Zoé Dubus il y a quelques semaines. Moi, c'est un sujet que j'aime bien, vous le savez. Donc voilà, hein, si vous voulez que ça continue, que vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas à soutenir pour que justement les gens au RSA comme Dayot dans le chat puissent kiffer le contenu, y avoir accès, qu'il n'y ait pas de... Voilà, il n'y a rien qui est derrière un paywall. Je n'ai pas de discussion avec des partenaires, vous voyez, pour faire des partenariats, des trucs comme ça. C'est uniquement vous qui financez ces lives, donc merci à vous, hein. Encore une fois, merci. Et évidemment, si vous êtes dans la galère, ben, voilà, gardez votre argent pour galérer le moins possible, évidemment. Du coup, voilà, je vous ai mis le lien d'Asud, mais ouais, sur cet aspect, le discours neutre, il faut avoir un discours sans jugement, etc. Peut-être que oui, effectivement, c'est ça l'erreur, parce qu'au final, penser que quelqu'un qui consomme de la drogue, c'est forcément un malade, c'est une forme de jugement au final. Vous voyez, c'est en mode, ah, mais il est anormal, il faudrait qu'il se soigne, il faudrait qu'elle aille voir un psy, il faudrait qu'elle aille, vous voyez, il ou elle, hein, aille voir voilà, une unité d'addiction. Alors, il y a des gens qui en ont besoin, mais comme on dit tout à l'heure, c'est pas tous les gens qui consomment des substances, et il y a aussi des périodes peut-être où les gens, certaines substances peuvent les aider, parce qu'on dit souvent que la drogue permet de fuir ces problèmes, mais il y a des gens, ça leur permet au contraire de se connecter à leurs émotions. Merci beaucoup à Loutoulou, d'une certaine manière. Donc il y a des gens aussi, ils consomment des substances dans ce but-là, quoi. Merci Fabrice Olive du RIF, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci. Ouais. They tried to make me go to rehab and I said no. Ouais, bon, elle est morte, effectivement, de l'alcool, hein. C'est terrible, hein. Non, après, c'est pas pour dire que la drogue ne pose pas de problème. Merci beaucoup à Patechno. D'ailleurs, je le rappelle, ne consommez pas de drogue, voilà, de manière générale, je le dis et je le répète, évidemment. Mais c'est important de faire de la prévention et d'en discuter honnêtement, en disant les vraies choses et sans se cacher, voilà, derrière des arguments un peu bizarres, qui généralisent tout, qui sont, voilà quoi, qui sont souvent, comment dire, on l'a dit, hein, les arguments de l'extrême droite, là, je pense pas en fait qu'on combatte les arguments de l'extrême droite sur la drogue, etc., en étant dans une surenchère et en disant qu'on va aller encore plus loin qu'eux et qu'on va être encore plus, on va mettre encore plus de police et tout. Voilà, c'est pas fou. Alors je comprends bien après que politiquement la France insoumise, qui sont un peu sur ces takes-là, ben, c'est un peu compliqué pour eux de dire oui, légalisation de toutes les drogues. Genre enfin juste Louis Boyard, c'est Ras qui rappelait ça la dernière fois, mais Louis Boyard qui a juste dit qu'il avait bicrave à 20 balles une fois dans sa vie quand il était étudiant pour dire que c'était un truc banal. Il y a des tweetos d'extrême droite qui sont là à lui rappeler le dealer Louis Boyard. C'est terrifiant, quoi, terrifiant de médiocrité, le débat sur les drogues. Donc bon, merci à Opnats pour les 100 crédits, merci pour le live, merci à toi. T'as un PayPal, oui, je vous mets le lien du PayPal pour ceux qui ont les moyens. Si vous voulez faire un petit don sur PayPal, n'hésitez pas. Ah.